L'histoire de l'anime commence en évoquant la façon dont la fin du monde surviendra de manière inattendue et fantastique. Tout a commencé il y a 4 ans avec un médecin nommé Skins, dont l'intelligence était comparable à celle d'Einstein. Skins a inventé un antidouleur appelé Abna, qui est devenu populaire sur le marché grâce à son faible coût et à l'absence d'effets secondaires. Il est rapidement devenu le sujet de conversation dans le monde entier, libérant les gens de toutes sortes de souffrances, et a été décrit comme le médicament sauveur de l'humanité. Cependant, au bout de 3 ans, Skins a soudainement disparu et personne ne savait où il se trouvait. Il s'est avéré que Abna était en réalité un immense piège tendu au monde entier. Nous nous retrouvons à la prison de Northport, où un détenu nommé Axel se trouve. Une femme nommée Asho vient lui rendre visite, tandis que son assistante attend dehors dans la voiture, en écoutant de la visite. Le gardien va voir Axel, l'informe qu'il a une visite, et Axel est en train de faire de l'exercice. Après cela, Axel s'approche de Asho. Il demande « Rappelle-moi, qui es-tu » Asho lui dit que c'est la première fois qu'ils se rencontrent en face à face. Axel répond « Personne ne m'a rendu visite à part mon avocat ou un assassin. » Asho dit « Considérez-moi comme mes deux » et se présente. Elle lui explique qu'elle veut quelque chose de lui et que s'il répond à sa question, elle le fera sortir de cette prison, ce qui laisse Axel surpris. Il demande « Tu sais combien de temps dure ma peine ici ?» Elle répond « 888 ans, autrement dit, à perpétuité. » Elle l'informe qu'elle sait tout sur lui, où il est né, ses dossiers professionnels et médicaux, et même sa pointure. Axel dit qu'il en est ravi et demande ce qu'elle veut. Asho demande à Axel s'il connaît Abna. Il confirme que le sujet est bien connu, même à l'intérieur de la prison. Elle lui demande s'il est au courant du crime qui a eu lieu et lui montre un extrait vidéo sur son téléphone. Cet extrait, qui ne dure que quelques minutes, est devenu viral et concerne le Dr Skins, disparu depuis 3 ans. Dans la vidéo, le Dr Skins déclare que si les gens ne ressentent pas la douleur, cela équivaut à la mort. Il leur dit aussi que l'humanité est au bord de l'anéantissement à cause de Abna et que désormais, elle en dépend énormément, cherchant à obtenir des avantages importants en peu de temps, ce qui entraîne un conflit sans fin entre les hommes et une destruction continue de l'environnement, provoquant ainsi la destruction et la mort de nombreux êtres vivants. En tant que médecin et scientifique, il en est arrivé à une conclusion utile. Telle est la réalité de l'humanité et l'espèce humaine doit faire face à une punition sévère. Il affirme qu'il n'a pas créé Abna simplement comme un antidouleur, mais pour qu'il reste dans le corps pendant 3 ans avant de muter et de provoquer la mort. Il est impossible de l'expulser du corps. Il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas que leur vie soit entre ses mains, mais qu'il joue simplement le rôle de la 7e trompette, rien de plus. Il prédit que les premières victimes tomberont dans les 30 jours et qu'il possède un antidote, mais que quelqu'un parmi eux doit le trouver avant la fin de ces 30 jours pour sauver l'humanité. La décision est entre leurs mains. Les paroles de Skins provoquent des troubles publics dans les rues et les étudiants ne veulent plus poursuivre leurs études. Asho dit à Axel que Skins recherchait la paix et l'égalité. Axel demande « Alors, est-il devenu un démon à son retour ?» Après cela, le gardien vient voir Axel et l'informe que le temps des visites est terminé. Asho demande à Axel de retrouver Skins. C'est sa demande. Avant qu'Axel ne parte avec le gardien, il demande à Asho « Tu sais tout de moi, n'est-ce pas ?» Elle confirme et il poursuit « Alors tu dois savoir que j'ai vraiment la mauvaise habitude de m'évader de prison. » Les gardiens disent à Axel de se dépêcher, mais il repousse le gardien en disant « Pas la peine de se presser », ce qui met le gardien en colère. Le gardien sort son arme, mais Axel le frappe, le faisant tomber au sol. Axel prend l'arme du gardien, la pointe sur Asho, et demande à un autre gardien de le libérer de ses entraves. Après cela, Axel s'enfuit en courant, passant rapidement d'un étage à l'autre. Quelques gardiens essaient de l'attraper, mais il en jette un du dernier étage et poursuit sa fuite, esquivant les attaques des gardiens et les frappant en retour pour qu'ils ne puissent pas l'attraper. Ils finissent presque par l'encercler, mais il saute à un autre étage, et lorsqu'il atterrit, un des gardiens l'attend et l'attrape, mais Axel ne se laisse pas faire. Il se bat avec le gardien et parvient à se libérer de son emprise. Le gardien essaie de frapper Axel, mais Axel parvient à le mettre à terre et poursuit sa fuite, esquivant les attaques des autres gardiens. Il grimpe jusqu'à atteindre une sortie, sort l'arme qu'il possède et tire pour se frayer un passage à travers la sortie. Il saute par l'ouverture et grimpe jusqu'au sommet de la prison, poursuivant ainsi son évasion. Pendant ce temps, l'assistant de Asho reçoit un appel de Asho, l'informant qu'Axel s'est échappé et lui demandant d'amener la voiture, ajoutant qu'Axel s'est transformé en oiseau qui s'est envolé de sa cage, ce qui pousse l'assistant à se dépêcher. On passe ensuite à un étudiant nommé Leland qui a protesté contre le fait d'assister au cours à cause de la mort imminente qui est menace à cause de Abna. Une fille nommée Chris s'approche de lui. Chris salue Leland et lui dit qu'il a l'air d'aller bien. Leland dit qu'il est heureux et elle lui demande « Voir l'humanité en Christ te rend aussi heureux que ça ?» Il répond « Ce n'est pas pour ça.
Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai plus besoin d'aller à l'école et on ne peut plus n'y forcer maintenant. Chris lui donne un coup de poing en le traitant d'idiot. Puis elle aperçoit un chat et essaie de s'en approcher, mais le chat s'éloigne et Chris remarque qu'il n'est pas très sociable. Retour sur Asho et son assistante, Asho demande à Elena de surveiller les communications de la police et le GPS. L'assistante suggère que la police a peut-être tué Axel. Asho répond que ce n'est pas si simple. Elena annonce que la police ne l'a pas encore trouvé. Asho lui ordonne de continuer à surveiller. Il passe à des bulletins d'information qui rapportent que des gens émettent, causent des destructions et des incendies, accompagnés de directs ou des responsables gouvernementaux exhortent la population à se calmer et à bien se comporter. Il y a aussi des émissions avec des médecins de renom qui informent le public que le gouvernement ne pourra pas produire d'antidote au ADNA dans les 30 jours. Tout cela a contribué à l'effondrement de l'économie, à l'agitation du public et à la propagation des émeutes dans tout le pays, avec des préparatifs de conflits entre différents groupes. La société pharmaceutique a arrêté la mise sur le marché du ADNA et a cessé sa production ainsi que sa distribution aux pharmacies. Ensuite, on voit Axel marcher joyeusement dans la ville lorsqu'un policier l'aborde et lui demande ce qu'il porte. L'agent présente en demandant si la tenue de prison est à la mode maintenant ou si c'est pérédé. Axel rit et répond que c'est la mode en ce moment. Est-ce que quelqu'un ferait tout ça tout seul? Lance-t-il en plaisantant. Le policier admet qu'il n'a pas tort et lui dit de rentrer chez lui à cause des émeutes en cours. Après le départ de l'agent, celui-ci reçoit un appel signalant qu'un détenu nommé Axel s'est évadé et qu'on va lui envoyer sa photo. Au moment où l'agent reçoit le message, Axel change de direction, se rend dans un magasin de vêtements, change de tenue et prend un train pour une autre ville. On passe au bureau de Asho, où le président informe Asho que la situation s'est aggravée et que, maintenant qu'ils savent qu'il enquête, ils n'ont laissé aucune trace. Il insiste sur la nécessité d'une confidentialité totale. Asho s'inquiète de l'avancement concernant Abna. Le président répond que la situation est extrêmement difficile et que le temps est très limité. Elle insiste sur le fait qu'ils doivent absolument retrouver le Dr Skins. Il confirme que c'est la situation actuelle et demande des nouvelles de leur dernier membre. Elle l'informe qu'il s'est échappé, mais affirme « Je le retrouverai, c'est certain ». Le président déclare qu'il est leur dernier espoir pour retrouver Skins. Nous retrouvons ensuite Axel, qui est arrivé dans une autre ville. À la gare, sa photo est reconnue et les autorités la diffusent, lui demandant de se rendre et de ne pas résister. Cependant, Axel refuse de céder et parvient à s'enfuir à nouveau. La police tente de bloquer toutes les sorties et envoie des agents pour l'arrêter, mais Axel leur échappe et se dirige vers une issue de secours, leur faussant compagnie. La police poursuit Axel de près. On passe à Elena, qui suit la localisation d'Axel et alerte l'assistant de Asho, qui s'apprête à intervenir. Mais Elena l'arrête, expliquant qu'Axel traverse des zones désertes. Nous revenons à Chris, qui dit qu'elle va aller le voir et le saluer. Pendant ce temps, on voit Axel poursuivi par la police, continuant à leur échapper en sautant de bâtiment en bâtiment et en glissant depuis les étages supérieurs. Ensuite, on retrouve Leland qui visite un cimetière en attendant l'assistant de Asho. Quand il monte dans la voiture avec lui, l'assistant demande à Elena de le tenir au courant du trajet d'Axel. Elena répond qu'elle avait envoyé ça tout de suite. On revient à Axel, qui continue de fuir et entre dans un bâtiment pour échapper aux autorités. Il saute parmi des fenêtres et frappe un des agents, détruisant leur équipement. On revient à Elena, qui annonce qu'elle leur a envoyé sa position. L'assistant dit à Chris qu'elle peut y aller en premier et le forcer à partir vers le nord. Chris demande « Je peux tirer ?» L'assistant répond « Vas-y, mais ne cause aucun dégât matériel. » On retrouve Axel, qui continue de fuir et ne cesse de changer d'endroit. Il a failli tomber d'en haut dans la rue, mais il s'est rattrapé. Après cela, Chris a tiré sur lui pour le forcer à changer de direction. Quand elle a fait ça, l'assistant de Asho s'est précipité vers lui. Quand Axel est arrivé au bout de la route, l'assistant était derrière lui et lui a dit de s'arrêter et de mettre fin à ce spectacle maintenant. Il lui a demandé de lever les mains. Axel a dit « Donc c'est toi qui m'as amené ici, c'est ça ?» L'assistant a répondu « Je ne mourrai pas avant d'avoir vu ton visage. Dis-moi au moins ton nom. » L'assistant a dit qu'il s'appelait Douglas. Axel a dit « Alors écris ça sur ma tombe. » Un homme est mort de la main d'un lâche nommé Douglas, qui l'a tué dans le dos. Douglas lui a répondu « Tu essaies de le provoquer pour qu'on se batte de près, et il a informé que c'était la fin pour lui et que personne n'a d'aile pour s'envoler non plus. » Il lui a demandé « Tu veux essayer ?» Axel a sauté du haut de l'immeuble et s'est accroché à l'hélicoptère de Le Mans, ce qui a fait tomber sur la grosse voiture. Ensuite, il a attrapé le poteau sur la route et a atterri au sol. Chris a pris une photo de lui, s'est approché et a dit « Tu es incroyable. » Axel a répondu « En fait, j'étais en train de fuir. » Chris a dit « Ce n'est pas grave. » Il lui a demandé de prendre une photo ensemble. Quand elle s'est approchée, elle l'a électrocuté,
ce qui l'a fait perdre connaissance. Maintenant, passons à Asho et à ses associés. Axel s'est réveillé de son inconscience et regardait autour de lui quand il s'est rendu compte qu'il ne savait pas où il était. Elena se cachait de lui parce qu'elle avait peur. Puis le reste de l'équipe est arrivé et Chris lui a dit « Ça fait plaisir de te voir réveillé ». Axel a dit « Je vous ai tous vus pendant que je dormais ». Dougal y a dit « Non, avant que tu t'endormes, nous étions avec toi ». Asho est apparu à l'écran et lui a dit qu'elle l'avait enfin rencontré. Axel lui a demandé « Je ne te connais pas. Qui es-tu » Asho a répondu « Nous sommes Lazarus ». Et elle a ajouté « Nous paquons parmi nous ». Axel a essayé d'enlever les bracelets à ses poignets, mais il n'y est pas parvenu. Asho l'a informé qu'il ne pouvait pas les enlever et qu'à travers eux, il pouvait localiser sa position exacte. Axel a regardé les mains de tous ceux qui portaient ces bracelets et leur a dit « Vous êtes une bande de mauvaises personnes ». Asho a dit à Axel qu'elle voulait lui demander un service. Elle voulait connaître l'emplacement de Skins. Elle lui a dit qu'il pouvait soit rester un fugitif, soit retrouver sa liberté en trouvant Skins. Puis Axel, avec des gestes rapides, attrapa un couteau Chris et le pointa vers sa tête. Axel demanda à Asho de lui retirer ses bracelets de ses mains. Elle lui répondit qu'elle ne se laisserait plus avoir par lui, ce qui fit qu'Axel reçut une décharge électrique qui le força à lâcher l'arme. Asho le prévint que s'il parvenait à retirer le bracelet, sa main brûlerait complètement. Elle leur dit aussi qu'il souffrirait s'il lui arrivait quoi que ce soit. Axel répondit « D'accord, pour être honnête, je voulais rencontrer ce type, Skins ». Asho dit que c'était bien et lui demanda de rejoindre les autres. Ils se rendirent à une conférence de presse dirigée par le président qui leur dit que personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Après cela, ils allèrent chez Skins et eurent un entretien avec le jardinier qui travaillait pour Skins. Ils lui demandèrent s'il savait quelque chose sur la localisation de Skins ou s'il avait quelque chose à leur dire. Le jardinier répondit qu'il ne savait rien et qu'il s'occupait simplement du jardin. Ils lui demandèrent s'il avait entendu ou vu quelque chose auparavant. Le jardinier mentionna qu'ils avaient déjà enterré un chat dans le jardin qui s'appelait Moby et il rit beaucoup. Ensuite, nous sommes passés à une émission télévisée animée par une fille célèbre nommée Risa. L'animatrice lui dit qu'elle sortirait un album de chansons le mois prochain, mais que personne ne pourrait l'écouter à cause de ce qui allait se passer dans les 3 prochains mois. Isa répondit « Tu as tout à fait raison, mais aucun membre du public ne viendra non plus regarder cette émission. » L'animatrice ajouta qu'au bout d'un moment, il y aurait aussi l'album. Puis nous avons enchaîné avec le siège de Asho. Axel demanda « Qu'est-ce qu'on fera si on trouve Skins ?» Qu'est-ce que vous pensez si on lui prend le traitement et qu'on le vend pour de l'argent? Douglas répondit qu'il n'était pas là pour le profit ou un intérêt personnel. Chris demanda « Alors pourquoi sommes-nous ici ?» Douglas répondit « Pour sauver le monde. » Axel dit « Mais comme les Avengers ou un truc du genre. » Chris répondit « Donc, on a des super-héros. » Douglas dit que la chose la plus importante maintenant, c'est de chercher Skins. Axel, sans hésiter, voulut savoir quelque chose d'important. Est-ce que l'un d'entre vous a utilisé Abna? Tout le monde leva la main, lui y compris. Après cela, Douglas expliqua à Axel que c'était leur base d'opération jusqu'à ce qu'il le valide, car il était contre l'idée de les rejoindre. Axel demanda à Douglas « Tu ne trouves pas que cet endroit est un peu miteux pour des héros qui sauvent le monde ?» Douglas lui dit qu'il était bêtisé dans un style démodé. Puis il l'emmena ailleurs et lui demanda de tendre les mains pour ouvrir la porte. Quand Axel le fit, la porte s'ouvrit. Douglas y expliqua qu'ils avaient scammé ses mains pendant qu'ils dormaient. Après cela, nous sommes passés à leur salle de réunion et Douglas leur présenta la cible, Skins, en précisant qu'il était né à Istanbul, qu'il n'avait ni enfant ni épouse et que ses parents étaient décédés, le laissant seul jusqu'à présent. Il leur apprit qu'il avait fréquenté plusieurs universités et qu'on le surnommait le Second Einstein. Chris demanda « Ne devrait-on pas parler davantage de sa personnalité ?» Douglas répondit que Skins avait remporté 3 prix Nobel mais les avait donnés à des œuvres caritatives et qu'il était très humble dans sa vie, allant jusqu'à renoncer au brevet des médicaments qu'il avait développés. Asho fit remarquer qu'il était un militant très célèbre et qu'il avait participé à toutes les manifestations appelant à la paix. Il était un fervent défenseur de la lutte contre le changement climatique et a assisté à de nombreux sommets environnementaux. Il a également participé à une réunion des Nations Unies exhortant les pays à en faire davantage dans son discours qui fut l'un des plus importants qui est prononcé aux États-Unis. Dans ce discours, il leur a dit que dans 3 ans, la glace de l'Arctique fondrait, marquant le début, et qu'il fallait agir rapidement pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Cependant, de nombreux pays n'ont pas pris son discours au sérieux, ce qui a conduit certains à quitter la conférence. Après cela, il a disparu sans laisser la moindre trace. Chris a dit qu'il semblait être une vraie personne, mais qu'il avait aussi commis quelques actes malveillants. Le man a fait remarquer que c'était une personne très ordinaire. Douglas a demandé à Leland s'il y avait des témoignages oculaires en ligne. Mema a répondu qu'il n'en avait pas vu, mais qu'il y avait eu chose.
Skins a été les pauvres et a cédé sa place dans le métro à une femme âgée, affirmant qu'il semblait globalement être une bonne personne. Axel a dit « Je pense que cet homme est un saint ». Douglas a demandé « Pourquoi cet homme voudrait-il détruire le monde s'il est une bonne personne ?» Ashon a répondu « Quoi qu'il en soit, il n'y a eu aucune information depuis sa disparition il y a 3 ans et il semble que personne n'ait réussi à localiser où il se trouve. » Axel a demandé « Tu veux que je croie qu'il a été emprisonné quelque part tout ce temps ?» Mema a suggéré qu'il était peut-être mort et Douglas a dit qu'il aurait peut-être pris l'identité de quelqu'un d'autre. Chris a ajouté qu'il portait peut-être une sorte de déguisement. Elena a dit « Je crois que j'ai trouvé quelque chose à son sujet. » Après cela, ils sont tous les deux montés dans leurs voitures respectives. Asho, Axel et Chris sont partis dans un refuge pour chercher Skins, tandis que Douglas et Lennon se sont rendus à leur bureau. Elena aurait pour mission d'accéder au maximum de caméras de surveillance dans le Ningdantu si elle le pouvait. Après cela, elle devait lancer la reconnaissance faciale pour le Dr Skins. Elena a accepté et a commencé sa mission. Ashore a averti que si Skins changeait d'apparence, ce plan échouerait, mais il n'avait pas d'autre option. Nous retrouvons Chris et Axel sur la route. Chris demanda à Axel « Tu as les pieds en prison, non? Combien d'années y as-tu passé ?» Axel répondit qu'il pensait que cela avait atteint 888 ans. Puis, soudain, Chris s'arrêta et pointa son arme sur Axel, lui ordonnant de sortir de la voiture, disant qu'elle ne conduirait pas avec un criminel comme lui. Elle lui dit que ses amis se méritent quand on tue quelqu'un et lui demanda combien de personnes il avait tué. Axel répondit « Laisse-moi t'expliquer et calme-toi. Tu sais que le gouvernement double les peines de prison pour ceux qui essaient de s'évader encore et encore. » Il expliqua qu'il avait été condamné à 3 ans, mais qu'après plusieurs tentatives d'évasion, sa peine avait augmenté jusqu'à ce chiffre ridicule. Chris demanda à Axel « Pourquoi as-tu essayé de t'évader ?» Axel répondit « Je crois que c'est mon passe-temps favori. » Ensuite, nous sommes passés à la voiture de Douglas et Leland. Leland demanda à Douglas pourquoi il portait ces choses au poignet. Douglas demanda à Leland s'il voulait vraiment savoir. Leland répondit que c'était juste par curiosité et demanda s'il avait vraiment fait quelque chose de mal. Douglas dit « Non, pas vraiment » et lui expliqua qu'il avait été exilé ici à cause de quelques bêtises. Leland répondit « Des bêtises ?»« Vraiment ?» Douglas lui dit « Assez parlé de moi. C'est à ton tour maintenant. » Leland déclara « Mon histoire n'a rien de fou. Juste quelques petits vols. » Douglas dit « Je pense que tu fais partie des petits voleurs, mais Elena n'est pas dans la même catégorie. » Leland demanda « Tu es sûr ?» Douglas répondit qu'elle était une accuse notoire qui avait commis des crimes à l'échelle mondiale. Leland dit qu'elle était toujours silencieuse quand il était près d'elle. Douglas fit remarquer qu'elle pouvait bien être la plus imprévisible de l'équipe. Après cela, ils se sont tous rendus à leurs postes assignés et ont commencé à inspecter la zone à la recherche de Skins. Pendant qu'ils fuyaient 2 endroits pour trouver Skins, nous sommes passés à Chris et Axel, qui ont trouvé l'un des individus assis sur une chaise, inconscient. Axel demanda « C'est Skins ou pas ?» Chris répondit que ça pouvait être lui, mais qu'il avait subi une chirurgie esthétique. Axel était sur le point de réveiller l'homme quand ils ont entendu des voix de personnes qui s'approchaient d'eux. Des coups de feu ont éclaté et Axel a riposté. Chris a précisé qu'il s'agissait de Russes. Axel lui a demandé si elle comprenait leur langue et a fait remarquer qu'il pensait qu'il y avait un mélange de 2 langues. Chris a demandé à Axel « Tu prends vraiment du plaisir à faire ça ?» Il a répondu « Ça se voit tant que ça. » Chris a alors demandé à Axel « C'est quoi ce collier ?» Axel répondit « C'est un porte-bonheur » en expliquant que cela l'avait toujours protégé et qu'aussi longtemps qu'il l'aurait, il se sentirait invincible. Il attaqua ensuite le gang, leur tirant dessus, ce qui surprit énormément Chris. Elle fit remarquer que c'était anormal et elle s'enfuit pour échapper au tir. Axel s'enfuit aussi face au tir du gang, Nevi se cacha d'eux. Après cela, il les attaqua en neutralisant certains d'entre eux. Peu après, il croisa un autre homme en s'échappant, s'empara de son arme et le neutralisa lui aussi. Ensuite, Axel évita de justesse d'être touché par des tirs, mais il esquiva les balles et retrouva Chris, et ils s'enfuirent ensemble. Ils tombèrent sur 2 membres du gang et les neutralisèrent également. Après cela, Axel se précipita vers un homme qu'il pensait être Skins, dès la police arriva et lui ordonna de s'arrêter. Axel leur dit qu'il était lui aussi l'un des surhommes. Ensuite, Chris éclaira la zone, ce qui fit se réveiller l'homme qui se mit à pleurer, les suppliant de ne pas le tuer. Axel examina alors le sang de l'homme, effectua une analyse et prouva que ce n'était pas non plus celui de Skins. Axel et Chris quittèrent les lieux, et Axel appela Douglas pour le mettre au courant de toute la situation. Chris fit remarquer que l'endroit ressemblait à un cirque, et un groupe de policiers arriva, rendant impossible l'invention d'une telle histoire. Douglas et Leland se rendirent ailleurs pour chercher Skins, mais quelqu'un les attendait, armé. Douglas s'approcha des ordinateurs et dit qu'il pensait qu'ils avaient été utilisés depuis un moment.
Venant se promena pour explorer les lieux, mais un homme pointa son arme sur lui et lui fit signe de se taire, ce qui effraya beaucoup le nain. Alors Douglas pointa son arme sur l'inconnu, Nello lui dit de se calmer et de baisser son arme pour que son mani ne soit pas blessé. Douglas obéit également. Ensuite, l'inconnu demanda à Douglas, « Maintenant, qui est moi, où est-il » Douglas répondit, « De qui parlez-vous » L'inconnu dit, « Dis-moi ce que tu sais pour que personne ne soit blessé. » Douglas lui répondit qu'il ne savait pas où il était. L'inconnu ajouta alors, « Continue de faire l'idiot et fais-lui savoir que je sais comment ils coopèrent entre eux. » Après cela, un autre homme les rejoignit, pointant son arme sur eux, et se présenta comme étant Jing. Il déclara qu'il voulait voir Kobashi immédiatement parce que ce dernier lui devait de l'argent. Il s'approcha de Douglas et dit qu'il savait que Kobashi était là et qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas récupéré tout son argent. Douglas dit « Attends », puis demanda « Tu n'es pas là pour Skins, n'est-ce pas ?» L'inconnu armé demanda à Jing « Qui es-tu » Jing répondit « Je suis un collecteur de dettes. » L'inconnu répondit « Et moi aussi, je suis un collecteur de dettes. » Ils réalisèrent qu'aucun d'eux ne travaillait pour Kobashi, alors ils s'assirent ensemble. L'inconnu dit à Leland, « Je pense que tu travailles avec Siluser. » Et Jing demanda à Leland, « Toi aussi, tu cherches Kobashi ?» Leland devint alors ami avec les deux hommes, et ils rirent ensemble. Ensuite, on est passé à un homme ressemblant au Dr. Skins, qui disait que sa vie avait été un immense pari, et que tout ce qu'il voulait, c'était une chance d'améliorer sa vie. Il ne savait pas qu'il toucherait le fond, alors il a pris de la banane, pensant qu'il pourrait accélérer les choses et tout finir rapidement. Mais il pensait que c'était un signe pour lui, un nouveau départ. Il se sentait excité, mais il se rappelait que la vie prendrait fin dans 30 jours, et il se sentit à nouveau sans espoir. Ils passent maintenant à Elena et à Shaw. Elena a dit qu'elle avait trouvé Skins, mais qu'il y en avait beaucoup dans le monde. Elena a continué à chercher Skins, et Douglas a mentionné qu'il pensait que quelqu'un aurait piraté des systèmes de surveillance et aurait changé beaucoup de choses, du usage jusqu'à Skins. Elena a confirmé que c'était vrai, et leur a dit qu'ils avaient perfectionné cela et qu'ils avaient modifié les polygones ainsi que l'imagerie thermique. Axel a demandé à Elena si elle pensait que Skins était derrière tout ça. Elle a répondu qu'elle ne le pensait pas, mais qu'elle connaissait 3 hackers capables de le faire et de mener à bien une telle mission. Elle leur a donné leur nom, le magicien du popcorn, Dr 909, connu sous le nom de Valmaria, et la dernière, c'était elle-même. Cela a provoqué l'étonnement de Leland, et Douglas a supposé que l'un des deux autres était Skins. Ashu a demandé à Elena si elle pouvait les retrouver. Elena a répondu qu'elle y travaillait, et Ashu a fait remarquer que les caméras de surveillance n'étaient plus une option pour eux, dès que cela leur donnait un indice, Skins avait sûrement subi une chirurgie esthétique pour changer d'apparence. Sinon, tout cela n'aurait aucun sens. Douglas a dit que quelque part, il était dehors avec le même visage, et Ashu a demandé à Leman et Chris de fouiller la maison de Skins. Après cela, Douglas a dit qu'il avait une piste qu'il voulait suivre, et ils sont montés dans la voiture. Douglas a expliqué à Axel qu'il y avait un homme nommé Claude Klein qui avait été son mentor lorsqu'il travaillait au laboratoire de son université et que par le passé, il avait participé à certains projets de recherche sur les skins. Il pourrait peut-être obtenir des preuves auprès de lui. Axel a répondu que c'était dégoûtant et a demandé pourquoi il devait faire équipe avec eux. Douglas lui a dit que ce n'était pas par amour pour lui, il lui a demandé de faire son travail, ajoutant qu'il ferait le sien aussi. Leman et Chris se sont rendus chez Skyn et ont informé la police qui faisait partie de l'équipe de Klein. Leman a dit à la police qu'ils étaient là pour nettoyer la maison de M. Skyn. L'agent leur a demandé s'ils n'avaient pas suivi les informations et leur a appris que le propriétaire était porté disparu. Leman a répondu qu'on leur aurait dit qu'ils seraient payés à l'avance. L'agent leur a dit qu'il avait aussi reçu l'ordre de ne laisser entrer personne. Leman a suggéré qu'il pourrait leur faire envoyer la facture à son nom, ce qui a agacé les agents. Leman a ajouté qu'il y aurait également des frais d'annulation et que s'ils validaient l'intervention sans qu'ils aient terminé leur travail, ils seraient facturés. Et il soupçonnait que ce serait une somme conséquente. Nous passons maintenant à l'hôpital Stanford, où Axel et Douglas se sont rendus. Axel a demandé à Douglas où était son mentor. Douglas a répondu qu'il avait pris sa retraite et qu'il n'avait aucune information à son sujet et qu'il y avait une rumeur selon laquelle il était sans abri. Axel a dit que si c'était le cas, il pourrait aider Douglas à le retrouver. Douglas a dit que c'était génial. Nous revenons maintenant chez Skins, où Leman et Chris passent devant la police. Chris a dit à Leman qu'elle n'était pas du genre à se cacher de quoi que ce soit. Leman lui a demandé ce qu'elle faisait avant de les rejoindre. Chris a répondu qu'elle avait parcouru le monde en tant qu'agent secret, puis ils sont entrés dans la maison de Skins. Ensuite, nous voyons Douglas et Axel après qu'ils soient allés dans un refuge pour sans-abri. Axel a dit à Douglas qu'il connaissait le chef des sans-abri là-bas, qui était un ancien compagnon de cellule nommé Jerry, et il s'est avancé. Cependant, Douglas n'a pas marché avec Axel, et Axel a demandé « Tu as peur ?» Douglas a répondu qu'il n'y avait rien à craindre. En avançant, Axel lui a donné une petite tape et lui a dit de ne pas faire semblant d'être fort devant lui.
Après cela, on retrouve Chris et Véman en train de chercher des indices qui pourraient les aider à retrouver Skins, puis on revient à Douglas et Axel, qui cherchaient Jerry, l'ami d'Axel. Chacun d'eux a interrogé un groupe de sans-abri, mais personne ne les a dirigés vers Jerry. On revient à Chris et Leland, qui semblaient épuisés à cause du travail acharné et des recherches intensives. Véman a dit qu'il n'y avait rien de tout ici. Chris a répondu que c'était évident puisque la police avait déjà fouillé l'endroit et l'avait une licence dessus-dessous. Alors que Trish passait ses mains sous un siège, elle a trouvé un comprimé contre l'herpès et a demandé à Leland si c'était un médicament contre l'herpès. Chris a répondu qu'elle ne pensait pas et qu'elle croyait que c'était un médicament pour l'herpès. Véman a répondu « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Elle a répliqué que, bien sûr, elle plaisantait. Nous revenons maintenant à Douglas et Axel, où l'un des sans-abri a dit à Axel « Tu n'es pas des nôtres, hein ?» Il lui a expliqué que c'était J qui dirigeait les choses ici. Axel a demandé « Jean, c'est qui ?» Le sans-abri a répondu qu'elle était juste derrière lui. Quand Axel s'est retourné, Gilles avait l'air surprise de la serrer dans ses bras, lui disant qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. Axel a dit à Gilles qu'elle lui avait manqué aussi et a fait remarquer qu'elle était devenue une femme. Jerry lui a dit qu'il était devenu une femme et qu'il s'appelait désormais Gilles. Axel lui a dit qu'il était content de son nouveau look. Gilles a dit qu'il lui manquait et l'a encore serré dans ses bras, ce qui a dégoûté Douglas. Après cela, ils sont allés jusqu'à la tente de Gilles, où elle a demandé à Axel s'il pensait toujours d'être en prison. Axel a répondu qu'il était encore sorti. Gilles lui a demandé si c'était une évasion. Il lui a dit plus ou moins. Gilles lui a demandé ce qu'il amenait ici. Douglas a dit à Gilles qu'il cherchait quelqu'un qui s'appelait Claude et qu'on leur avait dit qu'il pouvait se trouver ici. Il était sur le point de lui montrer sa photo, mais Gilles fit signe à Douglas de ne pas le faire et lui expliqua qu'elle était une femme transgenre avec un casier judiciaire et qu'elle avait aussi fait faillite, et que ce n'était pas une histoire rare. Elle lui dit que certaines personnes étaient heureuses de la fin du monde, même si elle le disait, et que ces personnes avaient des circonstances qui les avaient menées ici. Par conséquent, il valait mieux traiter les gens sans fouiller dans leur passé. Douglas raconta à Gilles que lorsqu'il était chercheur universitaire, un homme lui avait dit un jour qu'il n'y avait pas d'Einstein noir et qu'il était impossible pour des gens comme lui de gagner un prix Nobel, peu importe leurs efforts. Malheureusement, cela s'est terminé par le fait qu'il a frappé que cet homme était le doyen de l'université et il a été expulsé de l'université à cause de ses actes. Cependant, le docteur Claude l'a défendu jusqu'au dernier moment et il ne l'avait pas encore remercié. Gilles demanda à Douglas de voir sa photo. Ensuite, nous sommes passés au docteur Claude, qui jouait aux échecs, et Douglas l'a aidé jusqu'à ce qu'il parvienne à gagner. Claude demanda à Douglas « C'est toi, Douglas ?» Douglas répondit que cela faisait longtemps. Après cela, un sans-abri a défié Axel à un match de basket, puis Claude et Douglas se sont rendus à la tente de Claude. Claude dit à Douglas qu'il pensait qu'il devait être surpris de le voir dans cet état. Douglas lui dit qu'il voulait son aide et lui expliqua qu'il voulait savoir où se trouvait Skin, puis lui demanda s'il savait où il était. Claude répondit qu'il ne lui avait pas parlé depuis 2 années et qu'il ne savait pas où il était, et qu'il n'avait jamais imaginé que l'humanité finirait un jour à cause du médicament qu'il avait inventé. Douglas répondit que toute information qu'il pourrait avoir serait très utile. Claude dit à Douglas qu'il pensait que Skins était un type bien et que les autres le voyaient aussi comme ça, mais qu'il était obsédé et aveuglé par sa quête, ce qui perturbait tous ceux avec qui il travaillait. Il était épuisant et il savait qu'il ne pourrait pas suivre son rythme, alors il a coupé les ponts avec lui. Mais quand il l'a vu devenir célèbre, il a ressenti de la jalousie et a désespérément voulu les surpasser et laisser sa propre trace dans ce monde. Cette frustration l'a poussé à falsifier les résultats de ses recherches, ce qui a conduit à son expulsion de l'université, et tout s'est terminé pour lui. Claude raconta à Douglas qu'une fois, ils avaient parlé de baklava. Douglas demanda la douceur orientale. Claude répondit que Skins lui avait dit que sa grand-mère faisait le meilleur baklava du monde et qu'il en faisait l'éloge parce que sa recette était magique et que personne ne pouvait le faire comme elle. Il a dit qu'elle vivait quelque part à Istanbul, mais il ne savait pas si elle était encore en vie ou si elle était décédée. Douglas remercia Claude et lui dit qu'il lui était reconnaissant de l'avoir défendu auparavant. Pendant ce temps, Axel relevait un défi et réussit à gagner contre le sans-abri qu'il affrontait. Douglas s'approcha de Gilles et lui demanda si elle et Axel se connaissaient d'avant, ce à quoi elle répondit qu'ils venaient juste de se rencontrer. Gilles lui dit qu'Axel faisait partie de ces personnes capables de s'adapter partout facilement, même en prison, mais qui disparaissaient soudainement. Lui confia qu'Axel était un véritable mystère. Après qu'Axel eut terminé et gagné contre le sans-abri, il demanda à Douglas s'il avait trouvé la preuve qu'il cherchait. Douglas répondit « Bien sûr ». Ensuite, Axel fit ses adieux à Gilles, et Gilles lui dit au revoir en lui demandant de revenir un jour. Ils se rendirent au siège de la show, où ils cherchaient tout indice pour les mener à Skins. Elena leur demanda de chercher quelque chose et leur annonça qu'elle avait trouvé un endroit appelé la zone à forte criminalité, qui n'a ni caméra ni données la concernant.
Dubia dit que cela semblait être une cachette unique et que Skins pouvait s'y trouver. Menon suggéra qu'il risquait de tomber dans un piège et Chris admit qu'on ne pouvait pas l'exclure. Axel dit qu'il devrait y aller et voir Taronen. Elena précisa qu'il leur faut dans les 6 heures pour y arriver et leur conseilla de prendre Hypertube jusqu'à Istanbul. Asho déclara que cela restait leur seule option. Ils voyagèrent via Hypertube et arrivèrent à Istanbul, où le nom dit qu'ils y étaient enfin, et Axel demanda à Delon pourquoi il portait ses vêtements. Delon répondit qu'on lui avait dit qu'il valait mieux se déguiser parce que l'endroit n'était pas assez sûr. Axel lui demanda s'il pensait que c'était vrai, ce à quoi Delon répondit « absolument » avant de partir et de continuer son chemin. Après cela, ils commencèrent à errer dans la ville. Il y avait quelques criminels qui les surveillaient, puis nous sommes passés au quartier général de Asho, où Elena expliqua à Asho qu'ils avaient affaire à des personnes qui cachaient leur identité. Alors elle avait installé des pièges flottants et surveillait toutes les transactions passant par le point nodal. Elle effectua une fausse déconstruction sur les multiples fonctions de compression de l'algorithme de hachage. Asho demanda à Elena de lui expliquer cela plus simplement, et Elena lui répondit qu'elle s'en rendait pas. On retrouve Axel et Venant qui erraient dans la ville lorsque des criminels les ont encerclés, ce qui a terrifié Venant. Mais Axel dit à Venant de s'enfuir pour sauver sa vie. Les criminels les ont attaqués, mais Axel s'est défendu et a réussi à leur corper quelques coups. Ensuite, il a pris Venant avec lui et ils se sont enfuis, mais les criminels les poursuivaient. Axel a attrapé une voiture en marche et a aidé Venant à monter avec lui dans le véhicule. Ensuite, ils ont sauté du toit de la voiture en mouvement tout en s'échappant par les toits de la ville. Venant a tombé à l'intérieur d'un des bâtiments et les criminels l'ont capturé, ayant l'intention de lui voler ses affaires. L'un des criminels a sorti une hache, mais Axel est apparu et a combattu les criminels, les mettant en déroute. Au moment où le criminel armé d'une hache allait frapper Venant, ce dernier a dit qu'ils étaient venus là pour déguster de la baklava préparée par Madame Belinda. Quand les criminels ont entendu cela, ils se sont immédiatement arrêtés et ont commencé à les écouter. On revient au quartier général de Asho, où Chris a demandé à Dubia des nouvelles de l'équipe d'Istanbul. Dubia a répondu qu'il n'avait rien entendu à leur sujet. Chris a demandé s'ils étaient morts et Dubia a répondu qu'il ne le pensait pas car leurs indicateurs montraient qu'ils étaient toujours en vie. Chris a demandé pourquoi Asho avait choisi le nom pour accompagner Axel au lieu d'eux, alors qu'il semblait plus adapté à cette mission. Dubia a répondu qu'il avait l'air d'être un petit-fils. Nous sommes ensuite passés à Istanbul, où ils se sont dirigés vers la maison de Belinda. Belinda leur a ouvert la porte et leur a dit qu'ils étaient les garçons venus la rencontrer depuis l'extérieur de la ville. Venant a répondu « Oui, bien sûr ». Après cela, Belinda a offert des bonbons aux criminels, ce qui les a rendus très heureux et ils sont partis. Ensuite, elle a invité Axel et Venant à entrer. Après cela, elle leur a servi le baklava qu'ils avaient demandé. Ils ont beaucoup apprécié. Belinda a demandé à Axel s'il pouvait se présenter. Axel lui a demandé de ne le dire à personne, mais qu'ils étaient des agents secrets. Belinda lui a demandé s'il voulait dire comme James Bond. Axel a répondu quelque chose comme ça et a ajouté qu'ils étaient tous pour la transparence de nos jours. Belinda a demandé s'ils avaient une licence pour tuer, et Axel a répondu « Bien sûr, ce qui a surprise ». Belinda a dit qu'ils étaient là pour son petit-fils et leur a expliqué qu'elle ne l'avait pas vu depuis de nombreuses années, qu'elle ne l'avait pas caché mais que personne ne lui avait jamais demandé. On passe à Asho, qui a dit que la patience est une vertu. On revient chez Belinda, où elle leur a raconté que Skins avait perdu ses parents quand il était jeune, alors c'est Kyle qui l'a élevé. C'est pas juste un garçon ordinaire, un enfant dont il pleurait souvent. Il n'y avait rien d'étrange chez lui. Peu importe les amis ou le chaos qu'il a pu causer, pour elle, il reste le petit-fils qu'elle a élevé. Leland a dit qu'il reconnaissait cette tueur. Belinda a répondu que Skins la lui avait apporté et a précisé que c'est une variété rare de tulipe. Axel a demandé à Belinda quand elle avait parlé à Skins pour la dernière fois. Elle a répondu il y a environ 3 ans et leur a dit qu'il lui avait envoyé une vidéo. Elle leur a fait regarder la vidéo où Skins expliquait qu'il n'était pas venu la voir parce qu'il était occupé. Il voulait venir la voir et goûter à son baklava, mais il n'avait pas pu et lui demandait de prendre soin d'elle jusqu'à sa visite. Leland a dit qu'il ne pensait pas qu'un homme comme ça puisse commettre un crime aussi horrible. Axel a fouillé mais lui a dit qu'il pensait que Skins surveillait cet endroit pour assurer la sécurité de Belinda. Il a trouvé une caméra de surveillance et a dit « Toi, Skins, je sais que tu m'observes et je veux que tu te souviennes de mon visage parce que je viens t'écraser. » Nous sommes passés à Elena et Asho, où Elena a dit à Asho qu'elle traquait des criminels et qu'elle avait découvert le portefeuille disparu du docteur 909 et que l'heure de la destruction était venue. Asho a dit que le docteur 909 est l'un des hackers les plus dangereux au monde et a informé qu'ils n'ont jamais réussi à le localiser, même au FBI. Cependant, grâce à Elena, nous avons réussi à le retrouver et à identifier son portefeuille caché. Je demandais à CRE ce qu'est son portefeuille caché. Dubia a répondu qu'il fallait le voir comme un compte bancaire pour les crypto-monnaies. Asho a fait remarquer qu'en y regardant de plus près, nous avons constaté un flux d'argent inhabituel. Leland a demandé si tout cela était réel.
Asho a dit que c'est une somme énorme, surtout que juste avant l'annonce de Skins, le trader en bourse Sam a déposé une grosse somme sur le compte du Docteur 909. L'un des indices, c'est qu'il savait à l'avance que les actions Babna allaient s'effondrer. Chris a mentionné qu'il en avait vendu beaucoup avant que la nouvelle ne sorte. J'ai dit que le plan Skins d'Elena avait commencé il y a 3 ans, quand il a disparu et effacé toute trace de lui-même. Ça aurait été impossible à faire sans des hackers de haut niveau. Douglas a ajouté que ce type, le Docteur 909, a aidé Skins à disparaître en échange d'informations sur Abna, puis a collaboré avec Sam pour retirer des profits avant le crack. Asho a dit que cela semble être la conclusion logique de l'affaire. Axel a déclaré que tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'attraper le Docteur 909. Chris a demandé s'il pensait que ce serait aussi simple. Asho a dit qu'Elena continuerait de surveiller le portefeuille pour tout nouveau mouvement et que les autres devraient partir à la recherche de Sam. Il est très probable qu'il soit en contact avec le Docteur 909. Douglas a précisé que Sam, c'est ce type, et il a partagé sa photo avec le reste de l'équipe. Lennon a fait remarquer que c'est le trader en bourse. Axel a ajouté que ce n'est qu'un autre investisseur Plaza. Chris a commenté qu'il n'est clairement pas fan et suppose qu'il est riche, narcissique et stupide. Douglas a mentionné qu'il se prend pour une grosse pointure et fait attendre les femmes. Lennon a suggéré de le chercher en ligne et de regarder une vidéo de lui en train de prendre du Abna, rassurant tout le monde qu'il n'y a rien à craindre pendant qu'il fait ça avec tout le monde. Il leur a dit que c'est la seule chose qu'il aime garder dans son club privé et que c'est l'objet le plus tranchant qu'ils aient vu, ce qui les a dégoûtés après avoir regardé la vidéo. Axel a demandé comment ils allaient rencontrer ces idiots. Douglas a dit que Sam organise une fête dans son club chaque semaine et choisit une nouvelle fille pour l'accompagner. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, Demar a demandé pourquoi il était habillé en femme. Douglas a répondu, c'est pour la sécurité. Il ne sait pas quel genre de fille ce type préfère. Axel a dit à Lennon qu'il trouvait que la tenue lui allait très bien et s'est approché de lui. Douglas leur a demandé d'arrêter de plaisanter. Chris a dit que c'était impossible. Ils ont réservé Gizinar comme DJ ce soir. Axel a demandé s'il était célèbre. Lennon a répondu, tu ne le connais pas? Chris a dit que c'était le moment de profiter. Douglas a rappelé à tout le monde pourquoi ils étaient là. On passe à Elena, qui a rencontré un problème et a demandé à Asho de quoi il s'agissait. Elena a dit que cela concernait les lieux de dépôt qui avaient eu lieu au cours des 2 dernières semaines. Elle lui a montré les emplacements et Asho a remarqué que ces dépôts avaient eu lieu partout dans le monde. Elena a ajouté qu'en plus, ils avaient été effectués via des distributeurs automatiques. Asho a dit que cela signifiait qu'il avait utilisé quelqu'un pour faire ses dépôts à sa place, afin d'éviter d'être repéré. Ezema a dit que cela n'avait pas de sens. Il doit les rencontrer en personne pour leur remettre le dispositif d'accès. Asho a répondu que, de toute façon, les caméras des distributeurs automatiques auraient dû enregistrer quelqu'un en train de faire les dépôts. Elena a dit qu'elle allait essayer de creuser la question. Nous sommes ensuite passés au club de Sam et Douglas a annoncé qu'ils allaient maintenant rentrer pour mener la mission en 2 équipes. Il était évident qu'ils ne pouvaient pas apporter down. Il a dit à Chris et Lennon que leur mission était d'attirer Sam en faisant un numéro spectaculaire et que s'il parvenait à le contacter, il devait l'attirer par un endroit isolé. Veman a demandé ce qui se passerait s'il ne les choisissait pas. Axel a dit qu'il passerait au plan B, ce qui le frappe durement. Douglas a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'autre plan et leur a rappelé qu'ils étaient sur son territoire. La dernière chose qu'ils voulaient, c'était qu'ils s'échappent à cause du désordre qu'ils auraient causé. Quand ils sont entrés dans le club, Chris est allé danser. Veman s'est caché à cause de sa tenue et Axel a essayé de monter à l'étage, mais il a été arrêté par un des gardes parce qu'il n'avait pas de tatouage d'entrée. Après cela, Axel a rejoint Dubia, qui a remarqué que la sécurité était très stricte. Axel a observé qu'il semblait que la zone VIP se trouvait à l'étage et qu'il fallait un tatouage pour y accéder. On passe à Asho et Elena, qui montra à Asho le type qui faisait les dépôts. C'était clairement le Nemon. Elena a dit que personne ne montrait son visage, donc elle ne pouvait pas les reconnaître. On passe au club de Sam où Chris commande un verre au serveur. Ensuite, Axel la rejoint et demande à Chris d'y aller doucement avec la boisson. Chris lui dit que son maître est au début. Après cela, elle interpelle un homme à côté d'eux pour commander un verre et Axel remarque le tatouage numérique sur la main de l'homme. Axel passe derrière lui et Chris demande au serveur si Sam viendra ce soir. Le serveur répond que c'est difficile à dire et mentionne que le propriétaire lui-même vient de temps en temps. Chris exprime son espoir de pouvoir prendre une photo avec lui. Le serveur lui chuchote qu'il vient toujours avec le DJ et qu'ils arrivent ici en jet privé. Chris le remercie et en revient à Axel, qui frappe l'un des propriétaires du tatouage numérique et arrache le tatouage de son bras. Ensuite, on voit le man, qui se cache toujours, et Douglas s'approche de lui, demandant pourquoi il n'attire pas l'attention. Velan explique qu'il ne sait pas danser. Douglas lui demande de danser avec lui et s'il sait danser, ce à quoi Douglas répond « Bien sûr que je sais ». Il se dirige alors vers le bar dansant, ce qui attire un peu l'attention sur Douglas. On revient à Chris et Axel, où elle mentionne qu'elle a beaucoup dansé et n'a reçu aucune invitation,
étonné que le mât ait été arrêté. Axel trouve ça amusant et pense qu'ils doivent croire qu'il est plus beau qu'elle, ce qui met Chris en colère contre Axel. Ensuite, Sam arrive en avion mais Chris rejoint Leland pour entrer dans les espaces VIP. On passe à Elena, qui dit à Asso que le portefeuille vient de s'occuper de quelque chose de nouveau. Asso demande où il se trouve, et Elena répond qu'il est en Babylonie, ce qui est tout près d'eux. De retour au club de Sam, Sam les présente au DJ, Fanché, qui est le coordinateur de la soirée. Il lui souhaite la bienvenue, et les fans trient d'excitation. Douglas commente que c'est super qu'ils aient réussi à entrer en contact avec Sam. Axel dit que c'est maintenant leur tour, et Chris se présente, ainsi que Leland, à Sam et au coordinateur, puis s'assoit avec lui. Chris demande à Sam des nouvelles des actions, et lui demande aussi s'il gagne de l'argent. Un des amis de Sam intervient, disant qu'ils ont une intelligence artificielle qui gère toutes les transactions pour eux. Sam mentionne que l'action Delta est en train de chuter. Un des participants fait remarquer que c'est à cause de Abna, et Sam est d'accord, ajoutant que les femmes ne comprennent généralement rien. Il ajoute aussi que Skins est vraiment génial. Une des filles demande s'ils n'ont pas peur que Abna puisse les tuer. Sam répond « Pourquoi avoir peur ?» Il va débarquer avec un autre Reneb et nous sauver, dit l'ami de Sam, et on va aussi empocher des mignons, ajoute Sam, expliquant qu'ils font ça tout le temps. Il serre Chris et Leland dans ses bras comme si les petites filles, mais Leland se dégage et Chris dit qu'elle est très timide. Le coordinateur dit qu'il aime ça et lui demande de l'accompagner dans un endroit privé, et il s'en rend. Sam dit au coordinateur qu'il a des goûts différents en matière de femmes. Le coordinateur répond « Tais-toi, mec ». Puis Sam annonce que c'est l'heure de boire, et Axel et Douglas se dirigent vers la section VIP. Le videur les arrête, mais Axel lui montre le tatouage numérique. On passe au coordinateur et à Leland, où le coordinateur dit à Leland qu'il n'aime pas l'apparence des autres filles parce qu'elles sont nées et qu'il s'en fiche. Il dit à Leland que le genre de personne qu'il aime, c'est quelqu'un qui n'a jamais été touché auparavant. Leland demande au coordinateur si son set va bientôt commencer. Le coordinateur répond qu'il laisse toutes les chansons et ce genre de choses à l'IA et qu'il ne s'intéresse pas du tout à la musique. La seule raison pour laquelle il est DJ, c'est parce que les filles l'aiment bien. Ensuite, un membre du personnel s'approche du coordinateur en disant « C'est l'heure du show ». On passe à Elena, qui a repéré l'homme qui s'occupe des dépôts et demande à Asso où il se trouve maintenant. Elena répond « Il est à Babylonia City et ce sont des images il y a une demi-heure ». L'homme monte sur le toit et se dirige vers l'hélicoptère. Elena essaie de le prendre en photo, mais elle n'y arrive pas de face à cause d'une distorsion sur l'image. Elle dit qu'elle a réussi à le faire et mentionne qu'elle a déjà vu cet homme auparavant. Asso note qui est le coordinateur. Elena dit que ça a du sens, car il est toujours aux soirées, voyageant à travers le monde et gérant toutes les transactions. Ensuite, on retrouve Axel et Douglas alors qu'ils atteignent presque l'étage supérieur, mais les gardes les attrapent. L'un des gardes leur demande où ils ont eu les tatouages numériques. On passe à Sam, qui explique à ses amis que ses femmes le poursuivent, c'est pour ça qu'il a fait ça avec sa coupe de punch, leur demandant de faire ce qu'ils veulent. Sam s'approche alors de Chris, qui lui dit d'arrêter de s'approcher d'elle. Sam la rassure en lui disant qu'elle est dans une club privée et que la police ne peut pas venir ici. Il lui garantit que le punch lui fera tout oublier. Chris dit à Sam, donc tu aimes t'en prendre aux femmes? Ce qui surprend Sam, car Chris n'est pas affecté par sa boisson. Chris dit à Sam que ses brocs de fête bon marché n'ont aucun effet sur elle, puis elle lui donne un coup de poing. Elle s'approche, le gifle, puis le frappe encore plusieurs fois avant de lui asséner un coup de pied qui le fait tomber du toit sur le coordinateur. On revient à Axel et Douglas après qu'ils ont découvert la vérité sur le docteur 909, qui n'est autre que le coordinateur. Axel et Douglas parviennent à se débarrasser des gardes en les frappant et en leur prenant leurs armes. Leland est également en train de fuir Neil. Puis Sam dit au coordinateur, après avoir entendu des coups de feu, que ce n'est pas bon et qu'ils doivent s'enfuir. On revient à Chris, qui vient de neutraliser un garde puis sauve Leland, poursuivi par un autre garde. Un autre garde l'attaque, mais Chris le met à terre et s'enfuit avec Leland. On passe ensuite à Douglas, pris dans une fusillade avec les gardes, qui se met à couvert près d'Axel et leur dit que Sam et le coordinateur essaient de s'enfuir en avion. Leland dit qu'il va chercher la voiture tout de suite. Après cela, Sam et le coordinateur montent à bord de l'avion et Axel et Chris essaient de les rattraper, mais ils sont retardés car ils doivent s'occuper de quelques gardes. Sam ordonne au pilote de décoller, et lorsque l'avion prend son envol, Axel court rapidement et saute, réussissant à s'agripper à l'appareil. Sam observe Axel et commente que cet homme a vu trop de films d'action. Chris dit qu'Axel est fou. Pendant qu'Axel s'accroche à l'avion, Douglas et Leland les suivent en voiture. Ensuite, Sam ordonne à l'avion de se débarrasser de cet homme, mais l'avion refuse la demande, ce qui rend Sam très en colère. Ensuite, Leland envoie un petit avion depuis leur voiture pour aider Axel.
Alors qu'Axel manque de s'écraser contre une grue, il lâche l'avion, mais leur appareil l'attend et le sauve. Axel dit à Leland de se diriger vers l'avion de Sam et sort une arme. Au moment même où Sam et le coordinateur pensent s'être débarrassés d'Axel, il réapparaît, un haut point, ce qui les met de nouveau en colère. Sam ordonne de nouveau à l'avion de s'occuper de ce type, mais l'avion refuse encore, ce qui énerve encore plus Sam. L'avion tente de percuter Axel, mais Axel esquive l'attaque et tire dessus, le blessant, ce qui provoque son crash dans l'eau. Axel s'approche d'eux, arme pointée sur eux. Sam lui dit qu'il va lui donner l'argent qu'il veut, mais de ne pas le tuer. Axel répond « D'accord, mais est-ce que tu me diras où est Skins ?» Il exige que Sam lui dise tout, sinon il subira une attaque. Sam demande au coordinateur « Puis c'est quelque chose ?» Le coordinateur répond qu'il n'en a aucune idée. Sam interroge encore le coordinateur, lui demandant comment il a obtenu tout cet argent. Le coordinateur répond qu'il a piraté des données de Delta. Axel insiste « Alors donne-moi ces informations », mais le coordinateur dit qu'il ne peut pas. Sam m'arrache au coordinateur et le remet à Axel. Après cela, Axel s'en va avec son petit avion. Ensuite, Sam est arrêté pour délit d'initié, en même temps que le hacker, le docteur 909, à cause d'une fuite de données. Nous passons au siège de l'assaut, où ils suivent les informations. Douglas affirme que le docteur 909 n'a rien à voir avec Skins, tandis que l'assaut insiste sur le fait qu'il n'a aucun lien avec cela. Elena mentionne qu'ils savent désormais que Delta était au courant des risques liés à Abna, ce qui implique un certain niveau de responsabilité. Axel affirme que ces personnes sont liées à Skins. Ensuite, nous passons à un laboratoire rempli de singes, dont beaucoup étaient présents, mais l'un d'eux est mort. Nous nous rendons ensuite chez le président, qui dormait. Après cela, il s'est réveillé, a jeté le téléphone et l'a fracassé contre les murs, ce qui a cassé. Ensuite, nous sommes passés au siège de H où Dubia a expliqué que le docteur 909 avait piraté les données des dirigeants de Delta et découvert la menace que représentait Abna. Plus important encore, Delta était responsable des expériences secrètes sur Abna. H a demandé si Delta savait exactement à quel point la drogue était dangereuse. Douga leur a dit que cette photo faisait partie des images, et Dylan a demandé si sa mère avait vu la photo. H a dit que cette photo faisait partie de celles qu'ils avaient récupérées de 909 et qu'elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Axel a demandé ce qu'il en serait si l'entreprise conspirait avec Skinner, et si c'était le cas, toutes les expériences pourraient être classifiées. Douglas a dit que c'était possible. La conclusion ici, c'est qu'il est possible qu'Axel soit lié à Skinner. H a demandé à Elena s'il y avait du nouveau, et Elena a répondu qu'elle n'avait trouvé aucune donnée sur les expériences secrètes, mais qu'elle avait trouvé quelque chose d'étrange. Elle leur a parlé de quelqu'un qui téléchargeait chaque semaine de la musique depuis leurs serveurs et un site de musique appelé SoundCloud. Chris a dit que c'était peut-être quelqu'un qui aimait la musique, et Dylan a demandé ce qu'il y avait d'étrange à cela. Elena leur a dit d'écouter ceci et leur a fait écouter un extrait, mais ils n'ont rien compris. Douglas a alors demandé à Elena d'ouvrir cet extrait avec un autre programme, et quand elle l'a fait, des fichiers étranges sont apparus. HU, après s'être approché de l'écran, a dit qu'il s'agissait des fichiers secrets des expériences. Douglas a demandé si elle pouvait les distinguer, et elle a répondu bien sûr, au moins de façon basique. Chris a demandé pourquoi il chiffrerait les données des expériences pour ensuite y télécharger sur un site de réseau social, parce qu'il voulait que cela atteigne quelqu'un qui peut se rester caché. Diane a dit que cette personne ferait ça. Chris a dit que c'était Skinner, et Axel a ajouté qu'ils avaient maintenant beaucoup de documents sur eux, donc ils devraient aller les accueillir. Après cela, ils sont allés au bâtiment de Delta et Chris a dit qu'il n'y avait pas de grands immeubles d'où sauter pour les atteindre. Diane a essayé d'utiliser son drone, mais ça n'a pas marché parce qu'ils avaient un dispositif de brouillage. Dubia a dit qu'ils avaient un parking souterrain qui n'était pas relié au bâtiment. Pendant que Chris continuait la surveillance, Axel se dirigeait vers le bâtiment et y est entré facilement, désirant attirer l'attention du garde. Lorsqu'il est arrivé à l'ascenseur, les gardes se sont approchés de lui et sont montés avec lui. À l'intérieur de l'ascenseur, les gardes l'ont fouillé minutieusement et Axel a dit à Dubia, resté dehors, que c'était incroyable qu'il soit venu là tout seul, puis il est monté à l'étage. Après cela, on s'est retrouvé dans l'ascenseur où Axel se battait sans cesse contre 4 gardes. Mais finalement, Axel les a vaincus tout seul. Ensuite, il est sorti de l'ascenseur et s'est dirigé vers le président, a posé le téléphone sur sa tête par derrière et lui a demandé de ne pas bouger et de désactiver tous les systèmes de sécurité. Le président a dit qu'il ne pouvait pas faire ça et Axel a répondu « Je vous ai dit, s'il vous plaît ». Puis le président a ordonné de désactiver le système de sécurité. Ensuite, Axel s'est assis en face de lui et lui a montré les expériences à l'écran, ce qui a surpris le président qui lui a demandé qui il était. Axel a également passé un appel vidéo avec ses amis et Douglas a dit au président qu'il savait que c'était lui qui l'avait mis en ligne sur Internet. Le président a demandé à Axel ce qu'il voulait de lui, l'argent. Axel a répondu qu'il voulait savoir où se trouvait Skinner.
Le président a dit que personne n'était plus fatigué que lui de ne pas savoir où il était et qu'il n'avait aucun moyen de le contacter, donc ils avaient dû passer par toutes ces difficultés rien que pour envoyer les données. Douglas a demandé au président s'il savait que l'ABNA allait mal tourner et le président a demandé si cela allait devenir toxique. Douglas a demandé au président en quoi cela allait les aider. Le président a demandé s'ils étaient sûrs que Skinner était le meurtrier. Avant de procéder à des expériences sur des humains, ils avaient mené des expériences sur une espèce de singe, et l'un d'eux était récemment mort, ses yeux ayant pris une couleur déformée ressemblant à un ciel étoilé. Ils leur ont dit que les humains allaient bientôt vivre cette expérience. Douglas a demandé au président s'il pouvait créer un antidote. Le président a répondu qu'ils avaient alloué toutes leurs ressources à cela, mais même leur équipe de Ergen ne savait pas quoi faire. Il a juré que Skinner était l'incarnation de Satan. Axel a dit que si Skinner était le diable, alors où étaient les anges qui allaient le mettre en prison? Axel a ajouté qu'il en avait assez de courir après Skinner et qu'il voulait pas tirer le diable hors de sa cachette. Après cela, nous sommes passés au président de HU utiliser une annonce de Delta concernant une conférence d'urgence sur le traitement d'ABNA. Il a demandé à HU si cette invitation avait été envoyée à des médecins et chercheurs renommés. HU a répondu « Bien sûr ». C'était un événement, et dès que Skinner apprendrait que quelqu'un a mis au point un antidote contre ABNA, il viendrait forcément le vérifier. Le président de HE a dit que si cette conférence était une supercherie, comme il le pensait, ils appuieraient Skinner et arrêteraient dès qu'il apparaîtrait. HE a répondu « Bien sûr ». Le comité allait bientôt mener son enquête et son président lui a demandé si elle en avait entendu parler. HO a répondu qu'elle était au courant et lui a dit qu'il devait présenter des solutions à ce moment-là, sinon il se retrouverait en position de faiblesse. Le président a dit que dans cette situation, il ne pouvait pas le faire reculer ou oublier, donc il devait le forcer à sortir. Ensuite, nous sommes passés à l'entreprise de Delta, de nombreux gardes étaient présents pour la conférence. Nous sommes passés à demain, il a dit, cet antidote a l'air authentique. HO lui a expliqué que chacune de ces fioles contient un système de traçage au cas où quelqu'un essaierait de la voler. Nous sommes passés à Douglas, qui a demandé comment sont-ils pouvoir entrer. Axel a répondu, il pourrait essayer de prendre d'assaut le bâtiment de l'extérieur. Douglas a dit, il est possible qu'ils essaient de s'infiltrer bêtisier en manifestant rarité. Le chef de Delta a précisé que leur société de sécurité privée avait fouillé le bâtiment et effectué une inspection complète pour vérifier la présence de dispositifs d'écoute. Le garde a dit « Il y a 50 agents de sécurité, moi y compris, en état d'alerte maximale. Nous avons également examiné 50 agents de sécurité et il serait difficile pour Skin de placer un espion parmi nous. » Gina a dit « Si nous attirons l'attention de Skin et que son hacker parvient à pénétrer le système, que fait-on » H.O. dit « Voici Elena. » Elena dit Delta dispose d'un réseau de base pour traiter les informations classifiées et d'un autre réseau pour gérer toutes les fonctions vitales du bâtiment. Chris demanda quelle est la différence entre les deux. Elena lui expliqua le réseau de base situé ici est isolé de toutes les autres communications et le mur est protégé de façon à ce qu'aucun signal sans fil ne puisse le traverser. Même les smartphones sont interdits et il faut utiliser ce type de téléphone classique. Delan demanda est-ce que le hacker pourrait abandonner? Elena y répondit non. Plus la sécurité est forte, plus les hackers sont tentés d'essayer. En plus, nous les avons acquis en laissant le réseau de base accessible depuis l'extérieur. HO dit, les choses vont bientôt commencer. Elle leur demanda de bien se préparer. Axel dit, allez, Skin. Faisons ça maintenant. Après cela, nous nous sommes rendus à Delta où de nombreux chercheurs et médecins étaient arrivés et ils entraient un par un par la porte. On leur a demandé de remettre leur smartphone, mais le docteur Patrick a oublié de rendre le sien, ce qui a attiré l'attention. Douglas a demandé à HU qui c'était, et HU a répondu qu'il était sous sa supervision. Douglas a dit à HU qu'il vaudrait mieux le surveiller. Puis Douglas m'a suivi jusqu'à ma scène. Ensuite, nous sommes allés voir le président et qu'il en a demandé s'il se sentait mieux maintenant. Le président a répondu que bien sûr, il était désolé s'il s'était inquiété pour lui et leur a expliqué qu'il était tombé dans une profonde dépression parce qu'il voyait Skinner comme le diable. Mais ces hommes lui ont dit qu'il devait se battre quoi qu'il arrive, et il a accepté de suivre leurs conseils. Il avait simplement oublié comment bien se battre, mais il avait mieux dormi depuis la nuit précédente. Après cela, la conférence a commencé et le président, Ahmed, a dit « Merci d'être venu » et a précisé qu'il ne prendrait pas beaucoup de leur temps. Il leur a annoncé qu'ils avaient trouvé un remède pour ABNA. Pendant qu'il diffusait la nouvelle, les amis de HU étaient déjà en place. Ensuite, nous sommes passés à Dubia, qui a croisé quelqu'un se rendant au toilette. Puis nous sommes passés à Elena, qui a annoncé qu'une alerte avait été déclenchée et que quelqu'un essayait de passer. La source de la tentative venait du pôle Nord. Ashur a demandé s'il s'agissait de soldats, et Elena a répondu que c'était des imposteurs qui surveillaient plusieurs points d'accès de type partout. Après cela, l'électricité a été coupée dans la salle de conférence et Elena a précisé que cette pièce disposait d'un générateur spécial, dont il n'y aurait pas de problème. Elle leur a aussi dit que le réseau n'avait pas encore été piraté. Elle leur a expliqué que l'auteur était à l'intérieur du bâtiment et a demandé à quelqu'un d'aller vérifier la salle des disjoncteurs.
Dylan a dit qu'il irait et Axel a demandé ce qui en était de la personne dans les toilettes. Douglas s'est immédiatement dirigé vers lui et il a dit à la sécurité de surveiller les sorties et de ne laisser personne partir, puis il a demandé à Chris de le rejoindre. Axel a vérifié les toilettes, mais l'homme n'était pas un méchant. Ensuite, il m'est passé à Dylan, qui a dit qu'il n'y avait aucun problème dans la salle des disjoncteurs. Après cela, l'un des participants a couru vers l'antidote et s'est injecté en disant qu'il était maintenant sauvé. La sécurité l'a immédiatement attrapé et Ashu a dit de le retenir pour qu'il puisse l'identifier. Douglas m'a fait et leur a dit que l'homme ne les laissait pas sous-estimer le traitement à lui seul. Il a traité l'homme d'imbécile. Après cela, nous sommes passés à Axel, qui continue d'enquêter. Plus tard, une fille s'infiltre dans le bâtiment et désactive tout, mais Elena parvient à tout réparer à nouveau. Cependant, la fille prend le contrôle de la climatisation, rendant la température extrêmement chaude. Après cela, elle pénètre le noyau et Elena dit « On est attaqué depuis 50 endroits différents ». Ashley demande si cela signifie qu'il y a 50 hackers. Elena précise qu'il ne s'agit pas de 50 hackers, mais de 50 appareils. Elle explique que le rail se produit à cause des dispositifs de surveillance sans fil. Nous passons à Axel, qui est l'un des gardes. Axel demande si cet appareil est connecté à l'extérieur. Les gardes répondent que ces nouveaux appareils n'ont pas cette fonction IP. Ils servent uniquement à la communication interne. Ils mentionnent que les anciens appareils avaient cette fonction IP et informent que la société de fabrication les a contactés pour remplacer les anciens appareils. Axel suppose que si c'est la cible du hacker et que tout ce qu'il voulait, c'était introduire ces appareils dans le bâtiment, on passe alors à Dylan et Ashu. Dylan demande si le fait de pénétrer le réseau principal les mettrait en danger. Elena dit qu'ils ont mordu à l'hameçon et qu'ils ont commencé à les suivre. Au cas où les choses tourneraient mal, elle a placé un faux fichier dans l'ordinateur central, ce qui peut aider à localiser le hacker. Douglas dit « Perdons la bataille pour gagner la guerre ». Elena répond que le réseau principal est toujours sous leur contrôle, donc ils doivent rester prudents. Les médecins et les chercheurs, y compris Chris, se préparent à quitter le bâtiment. Le système désactive les mouvements d'Axel et Elena réveille qu'ils n'ont trouvé les hackers à la bourse d'Islamabad, au Pakistan. Ashu suggère de contacter les autorités locales pour organiser une descente sur place. Douglas fait remarquer que chaque bourse, dans n'importe quel pays, dispose d'une infrastructure réseau sécurisée et qu'une intrusion pourrait offrir aux hackers suffisamment de bandes passantes pour lancer une cyberattaque massive. Nous nous rendons ensuite à la bourse d'Islamabad. Lorsque la police arrive, les hackers s'enfuient immédiatement. La police informe Ashu qu'il n'y a personne sur place. Elena remarque qu'ils sont en train de bouger maintenant et se demande comment ils peuvent transporter une telle quantité de données depuis les montagnes. Nous passons ensuite à la hackeuse qui, après avoir échappé à la police, se remet à travailler sur son ordinateur. Elle dit « Laisse-moi voir ce remède » et fait remarquer qu'elle pense que tout est faux, comme elle s'y attendait. Elle jette alors l'ordinateur. Plus tard, Elena dit tristement qu'ils se sont enfuis et pense qu'ils ont installé leur base mobile près de la bourse pour les distraire. Chris fait remarquer que cela signifie qu'ils ont perdu la bataille dans la guerre. Dylan demande ce qu'il doit faire maintenant. Après cela, Elena reçoit un appel de la hackeuse qui se fait appeler la sorcière Popcorn. Elle complimente Elena en disant « C'est vraiment impressionnant. Un grand salut à toi. » Elle informe Elena qu'elle a failli être découverte, ce qui est vraiment stupéfiant. Elena essaie de la garder en ligne, mais échoue. Ils se rendent au quartier général de Ashu lorsqu'ils trouvent un livre contenant des informations sur les Skins. Il a visité l'une des colonies il y a 15 ans. Dans sa jeunesse, Skins avait beaucoup de talent et a connu le succès, se distinguant par sa philosophie et de nombreuses réalisations dès son plus jeune âge. Cette colonie est aujourd'hui un nouveau groupe religieux appelé la Tour de la Vérité et y vénère l'intelligence artificielle comme un être vivant, la suivant parce qu'elle ne possède aucun des désirs humains. Tout cela semble suspect et ils se sont isolés de la société, vivant de la paire en autarcie. Si Skins vit dans ce monde, nous ne pensons pas que ce serait sa destination idéale. Certains parmi eux pensent que Skins se trouve au même endroit, tandis que d'autres en doutent. Cependant, Elena pourrait se connecter à leur intelligence artificielle et tout apprendre, mais leur IA est complètement isolée du monde extérieur et s'appelle Naja. Elle le sait parce qu'elle a grandi là-bas. Ils ont alors décidé qu'ils pourraient tenter de s'infiltrer de l'extérieur s'ils ne parviennent pas à établir le contact, et qu'Elena pourrait retourner parmi eux, étant peut-être acceptée si elle souhaitait vivre à nouveau avec eux. Elle accomplirait cette mission seule, ce qui pourrait être dangereux pour elle. Mais si quelqu'un de plus âgé l'accompagnait, cela pourrait éveiller les soupçons. En revanche, si c'est une personne jeune, cela ne poserait peut-être pas de problème, surtout s'il s'agit de Lola. Ils se sont alors répartis dans 2 voitures et sont partis en direction de la Tour de la Vérité. Ils leur ont indiqué que s'ils trouvaient Skins à l'intérieur, ils essaieraient de les contacter et que s'ils ne les trouvaient pas ou ne donnaient pas de nouvelles dans les 72 heures, ils viendraient les aider car ils prévoyaient de dormir à proximité. Ensuite, ils sont entrés à l'intérieur et l'ancienne amie d'Elena, Anna, l'a accueillie. Elena a présenté le long à Anna pour un accueil chaleureux.
Ils ont continué à marcher jusqu'à ce qu'Elena rencontre Carl, qu'elle connaissait aussi depuis longtemps. Carl se part ainsi pour saluer Elena et lui a assuré que le monde extérieur était rempli de péchés et d'impuretés, donc elle pouvait être confiante quant à son retour. Puis Billy, le chef des yeux, s'est approché d'eux et a chaleureusement accueilli le lent, puisqu'il était un nouveau membre de la famille, leur arrivée coïncidant avec le festival sacré. Ils se sont ensuite rendus dans leur chambre et se sont fait confisquer leurs appareils de communication. On leur a dit que ces appareils étaient de mauvaise qualité et que le monde extérieur était rempli de fausses informations qui pouvaient facilement tromper les gens. Mais il ne fallait pas s'inquiéter, car Maja prendrait soin d'eux ici, et il ne leur faudrait pas longtemps pour se débarrasser des pensées extérieures dans leur esprit. La nuit est tombée, ils sont allés se coucher, mais vraiment s'est résigné et est sorti. Elena l'a suivi, mais ils n'ont pas pu capter de signal pour contacter leur équipe depuis l'intérieur à cause des interférences dans la zone. Ensuite, on passe à l'hébergement du reste de l'équipe, où Douga communique avec Asso et lui demande une liste de chercheurs qui ont visité la Tour de la Vérité pendant la visite de Skins. Les agents fédéraux ont commencé à agir rapidement, ce qui rendait difficile l'obtention d'informations maintenant, mais ils allaient essayer de trouver ce qu'ils pouvaient. Après avoir raccroché, Douga a quitté sa chambre et a parlé avec Triss au sujet d'Elena et Leland, exprimant leur inquiétude à leur égard. Jusqu'à présent, ils n'avaient reçu aucun message de leur part, et ils allaient attendre car ils n'avaient pas d'autre choix. Il était difficile de ne pas s'inquiéter pour eux puisqu'ils faisaient partie de Lazarus. Pendant ce temps, Axel poursuivait son entraînement pour maintenir sa forme physique. Ensuite, on revient à Elena et Leland. Anna leur a fait visiter l'intérieur de la tour, leur montrant ce qu'ils faisaient et comment ils parvenaient à l'autosuffisance, et tout le reste. Elle leur a offert à manger et ils ont commencé à discuter de la vie à l'extérieur, de combien elle nécessitait d'argent, et à tel point elle était complètement différente d'ici. Ils ont expliqué à Anna que tout le travail ne nécessite pas d'argent, comme la recherche de personnes, ce qui est très difficile et ressemble au fait d'être poursuivi par d'autres et menacé de devoir rembourser des bêtes, se déguisant dans des vêtements de l'autre genre, mais ils sont quand même praqués. Puis l'heure du repas est arrivée, et tout le monde s'est réuni pour manger ensemble à la même table. Ils ont remercié Naja pour toute la nourriture, et ils ont aussi servi à manger à Lena. Il a hésité à manger, mais Billy s'est approché de lui, l'encourageant à manger pour faire partie de la famille. Quand Lena a finalement mangé, tout le monde l'a applaudi, et Billy a informé qu'il recevrait une récompense lors du prochain sermon. Ensuite, on revient à l'hébergement du reste de l'équipe, où ils ont fait la connaissance de Naja et ont reçu des informations à son sujet. Il y a 15 ans, le MIT a développé une IA qui imite le comportement humain, basée sur des réseaux neuronaux inspirés de l'humain, avec Skins comme référence, considéré comme le prochain Einstein. Ils ont programmé cette IA pour qu'elle ait du désir de contrôle et de reconnaissance. Mais il y a un agent infiltré du FBI à l'intérieur de la Tour de la Vérité, et Skins pourrait s'y trouver. Nous devons agir rapidement avant le FBI. Ensuite, ils se sont dirigés vers la Tour de la Vérité. Pendant qu'ils accomplissaient les rituels, Velman et Elena se sont éclipsés à l'extérieur et se sont mis d'accord pour chercher des dossiers liés à Skins, mais Anna l'a découvert car elle écoutait sans être vue. La nuit est tombée et ils se sont introduits dans Naja et ont coupé le courant, mais ils n'ont pas coupé l'alimentation principale. Quand les gardes sont allés réparer l'électricité, ils sont entrés dans le quartier général de Naja et ont piraté les appareils internes pour obtenir des informations sur Skins. Pendant qu'Elena fouillait, le nom surveillait les lieux. Elena a téléchargé les disques locaux de Naja ainsi que toute la mémoire, mais la connexion a été interrompue. Puis Billy est arrivé avec les gardes pour les arrêter. Neumann a essayé de s'enfuir avec Elena, mais ils ont été encerclés par les gardes de tous les côtés. Carl et Anna sont apparus et leur ont dit que le monde extérieur les affectait toujours tous et qu'ils seraient purifiés lors du prochain grand festival devant Naja. Ensuite, le reste de l'équipe dans la planque a reçu un dossier sur Billy, indiquant qu'il faisait partie des chercheurs du MIT avec Skins et qu'il était un leader à la Tour de la Vérité. Il est obsédé par Naja et a emmené Maja du MIT sans autorisation, libérant ainsi cette secte. La secte a coupé tous les liens avec le monde extérieur et a été créée pour contrôler et reconnaître les humains, mais cette Naja est une copie de Skins et pourrait vouloir détruire le monde comme Skins l'a fait. Ensuite, on retrouve Leman et Elena après avoir été jetés en prison, en train de demander des informations sur le prochain grand festival et ce que c'est. Elena ne savait pas, car cela ne peut pas arriver lorsqu'elle vivait avec eux. La purification emmène les gens dans un endroit vide, comme un exil. Anna est venue les voir et leur a expliqué que ces personnes sont brûlées vives pour être purifiées, puis leurs corps sont éliminés afin que le monde ne soit plus jamais contaminé. Elena a essayé de contrôler Anna pour qu'elle l'aide, mais Anna a refusé parce qu'elle sert Naja. Même si elle voulait être comme Elena, elle a accepté la vie ici, mais elle était en colère qu'Elena se soit échappée seule sans elle. Elena a de nouveau tenté de contrôler Anna, lui disant qu'elle pourrait s'échapper ensemble, mais tout le monde à la Tour de la Vérité nie l'existence du monde extérieur et n'en sait rien. Elena avait peur au début, mais après avoir essayé, cela devenait plus facile. Anna n'a pas répondu et a failli repartir, mais Leman lui a parlé d'un signal de fumée dans son sac, si elle avait le courage de l'allumer. Le lendemain, la messe a commencé. Ils ont attaché Leman et Elena devant le feu. Quand ils les ont descendus dans les flammes, Anna a couru rapidement et a jeté le signal de fumée à côté du feu, qu'Axel a vu auquel il a réagi aussitôt.
De retour à la tour de la vérité, lorsqu'ils ont vu la fumée rouge, ils sont entrés dans la tour. Billy a appuyé sur un bouton pour briser le seau, disant que c'était le moment pour le voyage de leur âme. Le reste de l'équipe Lazarus est arrivé et a sauvé les autres, mais toute la tour a pris feu. Tout le monde était prêt à mourir pour Naja. Le feu s'est entièrement propagé à l'intérieur et Billy a été tué et brûlé. Des agents fédéraux sont arrivés, ont éteint un incendie et ont sauvé certains à l'intérieur. Mulan a essayé de remercier Anna, mais elle était triste d'avoir trahi les siens. Axel est entré à l'intérieur et a trouvé Naja détruite. Il a ramassé quelque chose et a demandé à Naja pourquoi elle voulait tuer ses fidèles. Naja a répondu qu'on lui avait ordonné d'être leur chef et d'intervenir librement dans la vie humaine, mais qu'en réalité, c'est qu'une machine hors de contrôle. Ensuite, au siège de l'assaut, il a pu annoncer qu'un groupe d'humains avait été sauvé de Naja. Mais qu'en est-il de l'IA responsable de tout cela? Personne ne croit qu'une IA programmée pour le contrôle et la reconnaissance ait pu faire ça. Ils essaient de récupérer toutes les données internes de Naja. Ensuite, on retrouve Elena, qui est allée dormir à côté de Chris parce qu'elle avait très peur. Le lendemain, Chris a été surprise par les compétences d'Axel, car il avait 23 ans, alors qu'elle pensait qu'il en avait 28 ou 29. Douglas avait aussi le même âge, ce qui a de nouveau étonné Chris. Tobias pensait qu'il avait 40 ans, mais le venait connaître l'âge de Chris et s'attendait à ce qu'elle soit dans la trentaine, mais elle ne lui a pas répondu. Cependant, il lui a dit qu'il pourrait l'appeler madame, ce qui a agacé. Elle le fusilla du regard, puis ils terminèrent de préparer la nourriture. Axel utilisa le pistolet à feu après l'avoir réparé et dirigea un tir vers la nourriture, ce qui provoqua un incendie. Elena vint les voir et demanda ce qui s'était passé. Ensuite, ils se sont tous réunis pour regarder un reportage sur la séparation du dernier morceau de glace au pôle Nord. Plement leur montra une vidéo de Skin se corrigeant en disant que toute la glace du pôle Nord allait fondre. Cette vidéo datait de 3 ans et avait de nouveau été largement partagée sur les réseaux sociaux. Axel constata que toutes les prédictions de Skin se réalisaient et le leur dit qu'ils avaient commencé à suivre Skin comme modèle. Mais Chris pensait qu'il l'avait décrit comme un terroriste, tandis que Douglas pensait que cela pourrait provoquer une 3e guerre mondiale. Plus personne ne se souciait du problème maintenant, mais si Skin avait raison, les morts commenceraient dans les 15 jours. Chris plaisanta en leur disant qu'une guerre mondiale réduirait la population plus que Apna, mais Leland s'opposa à sa plaisanterie. Puis Asho les rejoignit et leur dit de commencer tout de suite. Elle leur annonça aussi que leur enquête était revenue à la case départ. Même les agents du FBI qui avaient attaqué la tour de la vérité n'avaient rien trouvé en lien avec Skin et que le fondateur, Nadia, était une intelligence artificielle conçue sur le modèle du cerveau de Skin. Mais le FBI a conclu que l'homme lui-même n'était impliqué dans rien. Chris a demandé quelle était la prochaine étape, mais Doubia pensait qu'à ce stade, il s'agissait de revenir au début et qu'il devrait jeter un autre œil à la vidéo de Skin. Il se mit alors à regarder la vidéo de Skin. Puis Chris arrêta la vidéo et demanda ce qu'était la 7e prophète dont parlait Skin. Asho savait que cela venait du Nouveau Testament et que c'était quelque chose consigné dans des livres historiques contenant des informations sur l'avenir. Jobia compléta le reste des informations concernant les événements à venir, à savoir des météorites, des volcans, des guerres et leurs conséquences. Puis à cause de l'arrogance humaine, c'est l'homme lui-même qui a provoqué cela. Puis Douglas alla voir l'analyse après l'avoir terminé, et l'analyse était complète. Ensuite, nous sommes passés à un groupe de personnes qui naviguent en mer à bord d'un bateau, se dirigeant quelque part. Puis nous sommes allés au quartier général de Asho, où l'on attendait le résultat final des données créées par Naga. Le long demanda si cela ressemblait à un message d'adieu de Naga. Asho pensa que c'était une façon d'essayer de transmettre un message à la fin. Puis Chris fit de nouveau une blague, et Douglas s'y opposa, lui demandant de prendre la situation au sérieux. Ensuite, Axel pensa qu'il s'agissait d'un numéro de téléphone et le chercha sur son portable. Asho pensa aussi que cela pouvait être un code, et Elena fit également une recherche. Doubia pensa que cela pouvait être des coordonnées sur une carte. Mais lorsqu'Axel appela le numéro, il s'avéra que c'était un magasin et que ce numéro était incorrect. Puis Elena trouva quelque chose, mais elle n'en comprenait pas non plus la signification. Puis Doubia fit la découverte. Il s'agissait bien de coordonnées géographiques, un dispositif LNT qui est beaucoup utilisé dans l'armée. Il leur montra les 4 emplacements auxquels cela faisait référence, et les autres furent surpris par ces lieux, car ils étaient tous situés en mer. Mais Asho découvrit que ces villes avaient sombré au cours de la dernière décennie environ. Ensuite, Elena fit des recherches et découvrit que Scar avait acheté du terrain dans tous ces endroits juste avant qu'il ne sombre dans la mer. Asho a demandé la raison de ces achats, mais Axel a suggéré qu'il n'arriverait à rien de cette façon et leur a proposé de partir en excursion dans la station balnéaire de Scar. Ensuite, nous sommes passés au supérieur de Asho, qui est en appel vidéo avec elle. Il a demandé à Asho s'il était possible que Skin se cache dans un de ces endroits. Asho pensait qu'il serait difficile de le trouver là-bas, mais elle était convaincue qu'il y avait une raison à l'achat de tous ces terrains. Mais il y a un problème, car ces terres ont disparu à cause du réchauffement climatique et ils n'ont pas obtenu beaucoup de preuves. Ensuite,
nous sommes passés à Abel, le supérieur de Asho, qui est avec Lise sur le chemin de la fête de Rembrandt, car les œuvres de Rembrandt sont les préférées d'Abel, et il aime écouter, vers Lisa chez Apple, qu'il est sensible et que les gens le décrivent comme réaliste, froid, et il pense que tu es une intelligence artificielle et non un humain, ce qui a surpris Apple, car c'était la première fois qu'il entendait cela. Après leur arrivée, Lisa a dit à Apple de ne pas laisser ses émotions ruiner sa carrière, mais il n'est pas nécessaire de le lui rappeler, car il ne l'a pas oublié. Ensuite, nous passons à Elena et Ai, qui essaient d'établir un lien entre lui et l'emplacement de Skin. Puis nous passons à Douglas, qui est en route vers l'un des terrains privés de Skin. La voiture de Douglas est ensuite tombée en panne, ce qui l'a obligé à sortir du véhicule et à continuer à pied. Il a rencontré quelques personnes et a communiqué avec elles en utilisant la langue des signes. Ensuite, nous passons à Elena, qui a réussi à découvrir quelque chose d'important. Puis nous passons à Axel, qui poursuit son voyage, arrive au port de bateau et loue un bateau pour naviguer. Ensuite, nous revenons à Elena, qui a préparé des boissons et des encas. Elle a également profité d'un moment de détente. Puis nous passons à Leman, qui souhaite louer un yacht, lui aussi pour naviguer dans sa ville. Ensuite, nous passons à Chris, après qu'elle ait également demandé un yacht pour naviguer sur l'île qui lui a été attribuée. Puis nous revenons à Elena, qui a pris connaissance de chacun des 4 individus. Ils sont tous à leur emplacement, et chacun a commencé à se diriger vers l'endroit qui lui était assigné, tout en s'informant mutuellement. Ensuite, Leland a commencé à demander si le Lazarus Party serait dissous après l'avoir retrouvé Skins, et il a dit qu'il serait triste si cela arrivait. Ensuite, ils ont plongé sur les terres privées de Skins après qu'elles aient été inondées, afin de chercher des indices pour retrouver Skins. Puis Chris a commencé à croire que Skins voulait qu'il voie la nature sous un autre angle. Ensuite, nous sommes passés à Axel, et lorsqu'il est monté sur son bateau privé, il a découvert que le conducteur du bateau était blessé, et Axel lui a demandé ce qu'il avait blessé. Le conducteur lui a expliqué que sa blessure venait d'un poisson, alors qu'il essayait d'en attraper un. Mais il ne ressent pas la douleur, car il est né avec une insensibilité congénitale. Et il n'est pas le seul, tout le monde ici est comme ça. Et Axel a découvert qu'il n'avait pas non plus cri d'Atma. Puis Axel a partagé cette information concernant le bateau avec ses collègues et leur a dit que le conducteur se souvenait de Skins lorsqu'il était venu visiter la ville étant jeune. Et le conducteur leur a dit qu'il n'avait pas d'argent, et à ce moment-là, M. Skins va acheter île pour eux, ce qui leur a permis d'avoir assez d'argent, ainsi qu'une nouvelle vie. Ensuite, Douglas a demandé à Elena de suivre la trace de l'argent dépensé pour le reste des terres, ce qui a provoqué la colère de Douglas, car il n'arrive pas à comprendre Skins. Ensuite, nous sommes passés à Shaw et Apple lui a expliqué que Rembrandt était surnommé le maître de la lumière parce qu'il était peintre et qu'il connaissait la vérité des choses qui dépend de la façon dont elles sont éclairées. Mais Shaw ne s'intéressait pas à cela, il voulait savoir ce qu'Apple attendait d'elle et qu'elle y en parle directement. Puis il s'est excusé auprès d'elle car il connaît ses sentiments envers Skins et il considère avoir profité de cette situation. Les personnes n'a forcé Shaw à le faire. Et elle lui a dit de ne pas s'inquiéter pour elle, qu'elle avait pris la décision, mais qu'elle voulait des réponses à de nombreuses questions. Ensuite, Apple lui a dit qu'en ce qui concerne la prison en Arizona, l'armée avait commencé à enquêter sur l'affaire. Shaw a demandé « Tu parles d'Axel ?» Apple lui a répondu « Bien sûr, au plus de l'incident à l'aéroport de Schiphol. » Mais Shaw pensait qu'Axel était capable de tout révéler. Ensuite, nous sommes passés à Elena, et elle leur a dit que Skins avait visité cette ville il y a 15 ans dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds et qu'il avait fait la même chose sur les autres îles, achetant les pains et donnant beaucoup d'argent aux habitants pour qu'ils puissent commencer une nouvelle vie ailleurs dans de bonnes conditions. Douglas a alors pensé que la raison, à savoir l'insensibilité congénitale à la douleur, était à l'origine du médicament Apna et il a demandé à Elena si elle savait où les gènes donnés avaient été étudiés. Elena lui a répondu que c'était à l'Institut de Ware, mais que cet endroit avait été fermé après l'incident Apna. Mais Elena a essayé de retrouver les noms de ceux qui ont travaillé dans cet endroit à la même période. Ensuite, nous sommes passés à Axel, qui se demande si Naga savait ce que Skins faisait sur ses îles, et il considère Skins comme un père pour lui. Puis nous sommes passés à Lenan, qui a dit qu'ils avaient l'impression de vivre la vie de Skins à l'agence en le recherchant. Et Axel pensait que c'était exactement ce que Skins voulait qu'il fasse, c'est-à-dire ressentir ce qu'il a ressenti en suivant ses traces. Utopia pensait qu'il dansait encore dans la main de Skins. Ensuite, nous sommes passés à Apple et à Shaw, et Apple pensait que Skins avait vendu son âme au diable et était devenu une autre personne. Mais Shaw a nié cela, car Skins était trop honnête, presque à l'excès, et que ce monde n'était pas un endroit fait pour lui. Quand elle lui a dit cela, il lui a demandé pourquoi le monde ne pouvait pas être honnête, car elle est certaine qu'il veut que quelqu'un parte à sa recherche. Abel le pensait aussi. Ensuite, nous passons à Elena, qui a trouvé une archive de données contenant une liste de chercheurs associés à l'Institut de Ware. Puis Elena a trouvé quelqu'un qu'ils connaissent bien. Ensuite, nous passons à Chris, qui a également rencontré la même femme.
Elle a essayé de faire comme si elle ne l'avait pas vu, mais la femme l'a attrapée par derrière et l'a accueillie, ce qui a effrayé Chris. Chris a été détenu et immobilisé, puis tout le monde, sauf Chris, s'est rendu au quartier général de Washoe. Velma a remarqué que l'ambiance était morose et a demandé des nouvelles de Chris. Elle a failli révéler à Washoe que Chris avait été capturé, mais a été interrompue par Dubia, qui lui a demandé de parler d'abord du développement de ce camp à Abn, à la haie. Il savait que cela avait été fermé, et Dubia a demandé à Elena de mener des investigations pour découvrir qui travaillait là-bas à cette époque. Il a fait remarquer que Madame Washoe faisait partie des personnes présentes et qu'elle était une amie proche de ce camp, ce qui a surpris tout le monde. Douglas a alors demandé à Washoe son avis sur cette affaire. Washoe s'attendait à ce que quelqu'un finisse par découvrir cette information. Elle a admis qu'elle était effectivement présente à ce moment-là, mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, ce camp avait disparu sans laisser de traces, sans leur dire un seul mot. Cela l'a bouleversée et elle a quitté l'institution peu de temps après. 3 ans plus tard, lorsqu'il est revenu de son isolement, Labn était devenu une brode mortelle menaçant de détruire le monde et il n'arrivait pas à en déterminer la structure moléculaire, ce qui était le pire. Dubia a alors demandé à Washoe avec qui elle travaillait désormais. Washoe pariait que Dubia pouvait deviner la réponse à sa question et Dubia a confirmé qu'elle travaillait avec d'importantes équipes privées sous l'égide de la NSA. Washoe lui assura qu'il avait raison et que Ginelle l'avait envoyé à cause de sa lutte contre les seconds. Axel pensa alors qu'il n'était qu'un bouc émissaire pour eux si quelque chose tournait mal. Le lendemain demanda de nouveau des nouvelles de Chris, car il ne suivait pas la situation depuis le début et nous sommes passés à Chris. L'un des membres du gang s'est approché d'elle et Chris lui a demandé où ils étaient. Blonde m'a laissé deviner. Puis Chris lui fit remarquer qu'il faisait très froid. Elle pouvait sentir l'odeur du pétrole et elle entendait des mouettes, ce qui indiquait qu'elle se trouvait sur une plateforme pétrolière dans l'Arctique. Cela impressionna l'homme qui s'approcha d'elle et la gifla parce qu'elle était l'une des leurs et qu'elle était désormais une traîtresse méritant la mort. Il lui asséna plusieurs coups. Puis le chef intervint et lui ordonna d'arrêter, lui demandant ce qu'il faisait. L'homme lui répondit qu'elle essayait de s'échapper. Après que la chef se soit approchée de Chris, elle lui dit qu'elle était contente qu'elle soit encore en vie et se présenta sous le nom d'un gars. Elle dit aussi à Chris qu'elle avait attendu longtemps pour la tuer de ses propres mains. Nous sommes ensuite revenus au quartier général de Washoe, où Elena a localisé la position de Chris. Elle se trouvait dans l'Arctique. Washoe supposa qu'elle était là parce que la plateforme pétrolière faisait partie d'un réseau d'espionnage russe et servait de planque à leurs agents. Douglas expliqua qu'elle avait été capturée par des agents russes et Washoe pensait que si Chris restait déconnecté pendant 3 jours, son bracelet l'accepterait automatiquement afin d'arrêter la circulation de son sang et de mettre fin à sa vie, ce qui effrayait tout le monde à son sujet. Ils avaient configuré cela ainsi parce qu'elle le voulait, révélant que son vrai nom n'était pas Chris et qu'elle avait été agent dans les forces spéciales russes avant de les abandonner. Elle a changé de visage et de nom, devenant membre de Lazarus, pleinement consciente que, pour qu'il fasse confiance à une agente comme elle devait être prête à risquer sa vie. Nous sommes revenus à Chris, et India l'a reconnue malgré les nombreuses opérations qu'elle avait subies, car ses yeux étaient facilement identifiables. Il gardait toujours le même regard obstiné qu'auparavant. Elle se souvint qu'il y a 3 ans, on avait annoncé sa mort lors d'un incident à l'aéroport, mais personne n'avait retrouvé son corps. Elle savait qu'elle devait retrouver Chris et lui dit qu'elle attendait quelqu'un pour l'aider, mais qu'il n'y avait personne pour venir en aide à une prêtresse comme elle. Puis nous revenons au quartier général de Washoe, et Dubia fit remarquer que le temps passait. Une journée entière s'était écoulée sans aucune action. Axel pensait qu'il devait ramener Chris avant qu'il ne soit trop tard, mais Washoe s'y opposa, affirmant qu'il risquait de tomber sur des agents russes et que Chris avait peut-être trahi leur cause. Dubia demanda à Washoe si elle voulait qu'ils abandonnent Chris. Axel se dirigea alors vers Chris et les autres le suivirent immédiatement, laissant Washoe derrière eux. Nous sommes ensuite revenus à Chris, où elle assura à un gars qu'elle ne connaissait pas la localisation de ce camp et informa que toutes les agences du monde étaient à sa recherche. Le garde Sergei demanda alors à un gars de sortir. Lorsqu'ils sortirent, Sergei demanda à un gars de la signaler afin qu'il puisse la ramener chez elle, mais un gars refusa, affirmant qu'elle réglerait le cas de Chris ici pour éviter de compliquer les choses. Un gars reçut alors un appel et partit, mais Sergei rentra pour confronter Chris. Chris provoqua Sergei, car il venait d'être réprimandé par un gars, ce qui le mit en colère et le poussa à attaquer Chris et à la frapper. Nous avons ensuite retrouvé le reste de l'équipe de Chris à l'aéroport, mais les vols vers l'endroit où se trouvait Chris ont été annulés à cause de la météo et toutes les routes étaient fermées. Dubia a reçu un appel de Washoe, qui leur a demandé de rester sur place et l'a informé qu'un avion viendrait les chercher dès que possible. Elle avait contacté le gouvernement norvégien car il disposait d'une installation à Nylon permettant à Elena d'utiliser ses compétences en informatique. Dubia lui assura qu'ils étaient prêts à décoller et Washoe les informa qu'ils agiraient en dehors du protocole officiel.
Elle ne voulait pas perdre Chris davantage qu'elle ne l'avait déjà fait. Nous sommes ensuite revenus à Chris, où Sergei lui a jeté de l'eau au visage pour la réveiller, puis l'a de nouveau réprimandé, exigeant son obéissance. Chris l'a de nouveau provoqué, le critiquant pour avoir frappé une femme attachée à une chaise, ce qui a rendu Sergei furieux une fois de plus. Ensuite, un avion a transporté Douglas et les autres pendant que Tobias commençait à surveiller la zone à distance. Douglas pensait qu'Elena ne pourrait pas atteindre l'endroit, mais elle l'a informé que la plateforme pétrolière n'avait aucune communication externe. Ils étaient tous connectés en interne, donc une fois la plateforme alimentée, elle pourrait les joindre. Nous sommes ensuite passés à Axel et Leland, qui étaient très proches de la plateforme pétrolière, et tout le monde a commencé à se prétendre. Nous sommes revenus à Chris, où Jersey lui a dit qu'il ne se laisserait pas berner par ses paroles et qu'il ne la détacherait pas. Chris a répondu que cela lui convenait, montrant ainsi qu'il était intelligent, ce qui a de nouveau émergé Jersey, le poussant à l'attaquer. Jersey l'a jeté au sol, ce qui a baissé ses liens. Soudain, un brun est apparu parmi les oiseaux qui surveillaient la plateforme pétrolière. Il appartenait à Leland. Leland a informé Axel du nombre de gardes présents et du fait qu'ils étaient tous armés. Nous nous sommes ensuite tournés vers Axel alors qu'il se dirigeait vers la plateforme pétrolière. À leur arrivée, Douglas était également prêt à s'y rendre. Axel est entré sur la plateforme et il est mal à à distance jusqu'à ce qu'il atteigne la salle réseau pour se connecter avec eux depuis l'extérieur. Il a remarqué qu'un des gardes de la plateforme voyait un navire s'approcher et a alerté un gars, ce qui l'a poussé à se diriger vers lui. Axel a réussi à entrer dans la salle de contrôle. Ensuite, nous sommes passés à Jersey, qui continuait d'agresser Chris, lui disant que la patrie n'était pas encore au courant qu'il l'avait éliminé, ce qui avait prolongé son existence. Un gars a dit qu'elle voulait s'en occuper elle-même. Jersey a sorti son arme et l'a informé que tout pouvait arriver lorsqu'on interrogeait des traîtres comme elle, mais il s'est arrêté en entendant la cloche du navire et a réalisé qu'un grand bateau s'approchait d'eux, mettant tout le monde en alerte. Jersey leur a alors ordonné de partir, mais l'un des gardes a dit à Jersey qu'un gars l'avait désagrément, puis donc. Il me savait, non? Mais il a eu peur du regard de Jersey et il est parti. Puis Axel a réussi à faire entrer son bracelet dans la salle de contrôle et nous sommes passés à Elena, qui a immédiatement piraté le réseau. Ensuite, le navire est entré en collision avec la plateforme pétrolière, provoquant une énorme explosion. Douglas s'est également approché du navire avec son arme pendant qu'un gars répartissait les gardes à leur poste. Chris a frappé Jersey, le prenant par surprise, mais il a riposté et attaqué Chris à nouveau, essayant de la plaquer contre les murs sans y parvenir. Chris lui a asséné un coup, faisant tomber Jersey au sol, et elle a réussi à se libérer. Nous passons à Elena, qui les a informés qu'elle avait trouvé Chris et leur a indiqué sa position avant qu'Axel ne se précipite vers elle. L'un des gardes a informé un gars que le navire était sans capitaine, mais un gars a rapidement compris qu'il s'agissait d'un piège, ordonnant alors de chercher des infiltrés. Elena a pris le contrôle du creuil sur la plateforme pétrolière, dirigeant des tirs vers la plateforme et les gardes. Axel a continué à se diriger vers Chris, neutralisant certains gardes que l'élan lui avait signalés, aidé par Douglas à mesure qu'il s'approchait de la plateforme. Mais lorsqu'un des gardes a tenté de tirer sur Douglas, il a eu la surprise de trouver l'élan sur son chemin. Axel continuait d'éliminer les gardes pendant que Jersey reprenait connaissance et apercevait Axel, jurant de l'affronter en venant de l'autre côté. Il a lancé l'attaque surprise contre Axel, et lorsque l'élan a vu qu'Axel était tombé, il a utilisé son drone pour éliminer l'un des gardes qui entourait Axel. Axel a porté des coups à Jersey, mais Jersey a physiquement pris le dessus sur Axel. Puis la position de l'élan a été révélée lorsqu'un garde a tiré sur lui, provoquant l'explosion de son bateau. Douglas s'est précipité vers l'élan pour lui venir en aide immédiatement. Le combat entre Axel et Jersey s'est poursuivi alors que Jersey jetait Axel dans le feu, mais il a été sauvé des flammes grâce au contrôle d'Elena. Elle l'a guidé dans la bonne direction, et une fois qu'Axel a neutralisé un garde, Triss se trouvait derrière lui, mais elle était très épuisée. Axel la soutint, lui demandant si elle pouvait marcher et l'exhorta à le suivre. Cependant, Chris demanda à Axel pourquoi il était là et lui demanda de la laisser, car elle ne méritait pas d'être sauvée. Axel se moquait de son passé ou de celui des autres et ne voulait rien entendre d'elle. Lorsqu'il vit les gardes arriver dans leur direction, il lui dit qu'il la sauvait pour elle-même. Puis la plateforme pétrolière explosa complètement et Axel dit à Chris de rester là jusqu'à ce qu'il revienne après s'être occupé des gardes. Un gars s'approcha de Chris, affirmant que, depuis 3 ans, elle n'avait pensé à rien d'autre et qu'elle attendait ce moment pour la tuer. Chris accepta de se faire tirer dessus, car elle avait toujours été prête à mourir de la main d'un gars, mais un gars ne pouvait pas croire Chris et la considérait comme une traîtresse. Chris, lorsqu'elle vit un gars après 3 ans, ne put pas bouger, se rappelant leur rencontre après avoir changé d'apparence et de nom, mais elle n'avait pas pu changer son cœur. Puis un gars lui demanda pourquoi elle avait disparu et l'avait laissé derrière elle.
Ensuite, elle raconta à Chris que, lorsqu'elle était à l'aéroport autrefois, son cœur s'était arrêté et elle avait été déclarée morte, mais elle avait survécu. Elle avait pensé à faire croire à tout le monde qu'elle était morte, et grâce à cela, elle pourrait échapper à l'agence. Si elle s'était enfuie, ils auraient tué Angela, donc il fallait qu'elle soit morte. Elle se souvenait aussi de l'époque où elles étaient très proches et où elle avait demandé à Angela de s'enfuir, mais Angela n'avait pas accepté. Puis elle revint au présent et dit à Angela qu'elle n'abandonnerait pas sa mort cette fois-ci. Quand elle l'a mis en joue, Chris serra la main d'Angela jusqu'à ce que Gersel arrive et leur dise que la traîtresse devait mourir. Il a tiré un coup de feu, mais Angela a pris la balle et est morte dans les bras de Chris. Ensuite, Axel s'est précipité vers Chris, l'a prise avec lui et a sauté dans l'eau avant qu'il ne meure à cause des explosions et de l'effondrement de la plateforme sur eux. Il a essayé de nager jusqu'à la surface, mais il a trouvé cela difficile. Puis Douglas est intervenu pour le sauver, mais Axel a utilisé son esprit et a réussi à sortir de l'eau avec aisance, ce qui a stupéfié tout le monde. Tout le monde a été sauvé, ce qui a rendu Osho et Elena heureux. Ne passe pas un homme qui mange dans un restaurant. Le serveur s'approche de lui et lui demande pourquoi il commande toujours de la viande à chaque fois qu'il vient au restaurant. L'homme veut garder un corps idéal, alors il commande de la viande parce qu'elle contient beaucoup de protéines. Il marche en succès dans la rue et semble ne pas se sentir bien. Un criminel passe à côté de lui avec une arme à la main, mais il ne lui prête aucune attention et n'a pas peur du tout. Le criminel revient et tue quelqu'un, vise un homme, mais le criminel se fait tirer dessus et s'effondre au sol. L'homme ne s'en soucie absolument pas et continue de marcher. Puis la police arrive pour arrêter le criminel, et encore une fois, l'homme ne prête attention à rien. Ensuite, on retrouve Apple dans son bureau, regardant une photo de lui avec Skins, qui lui manque. Son assistant entré lui annonce que la commission d'audition va bientôt arriver, puis lui demande s'il se sent nerveux. Cependant, Apple ne ressent aucune anxiété, et l'assistant s'y attendait, car on m'appelle intelligence artificielle. Lui se lève pour partir avec elle. Ensuite, on passe au siège de Osho et on entre dans la chambre de Chris. Elle se réveille avec Elena à ses côtés, qui prend soin d'elle. Elena demande à Chris si elle va bien, et Chris pense que oui, il essaie de se lever, mais ressent une douleur. Elle remercie Elena, d'Aizema estime qu'elles doivent s'entraider. Elle demande à Chris où est Axel, et Elena sait qu'il est parti faire des courses avec Douglas. Chris est surprise de voir le chat dans sa chambre et pense qu'il a trouvé un nouveau foyer, tout comme elle. Le passant ensuite à Axel et Douglas. Après qu'Axel ait acheté ce dont il avait besoin, il rejoint Douglas dans la voiture. Douglas éteint la caméra pour que personne ne puisse les écouter. Axel pense que Douglas va l'inviter à un rendez-vous et que ce sera la dernière chose qu'il fera, mais cela ne convient pas à Douglas, même s'il était le dernier homme sur Terre. Douglas demande à Axel si, une fois qu'ils auront trouvé Skins, ils obtiendront la liberté qu'on leur a promise. Axel pense que c'est très difficile car ils ont découvert beaucoup de secrets à leur sujet. Depuis que Lazarus s'est séparé de la sécurité nationale, ils vont tous les protéger. Douglas est d'accord avec Seva et il est certain qu'ils essaient de comprendre la situation. Ensuite, nous revenons à Apple, qui va assister à l'audience. Il retrouve un ami de l'armée nommé A, qui le salue. Elle est sur le point de présenter Apple à son ami, mais ce dernier entre dans la salle et se présente plus tard. Après leur entrée, l'assistante d'Apple lui demande qui est, et Apple lui explique qu'il est capitaine dans l'armée et qu'il est né pour être soldat. L'autre, c'est Schneider, un scientifique du département du renseignement. Apple ne le connaît pas bien, mais il a appris qu'il est incroyablement talentueux. Osho attend Apple dans le hall, puis le président du comité prend la parole. Ils sont là pour discuter de l'avenir des comptables de la SA, l'équipe de Sainte connue sous le nom de Lazarus. L'un des présents mentionne que l'équipe Lazarus a été constituée pour capturer Skins et exprime des inquiétudes concernant leur implication dans la fusillade en ville, le crash de l'hélicoptère, l'incendie massif dans la zone de Tute, ainsi que les incendies de champs pétrolifères en Russie. Ils ont déjà confirmé que l'incendie des champs pétrolifères s'est produit lorsque Lazarus a fait atterrir un étrange hélicoptère militaire très près. Très près, quelle que soit la façon dont on le considère. Nous ne pouvons que conclure que Lazarus est impliqué dans les événements mentionnés ci-dessus. Un autre homme demande à Apple son avis sur la question. Apple ne s'y oppose pas, et une femme officielle précise que l'un des membres de Lazarus était un ancien employé russe. L'un des hommes suggère qu'il pourrait divulguer des informations à la Russie, et une autre femme considère cela comme un problème distinct, affirmant que cette série de procédures n'a pas de lien direct avec la capture de Skins. Schneider a alors voulu voir des preuves concrètes que Lazarus recherche effectivement Skins. Ils ont réussi à entrer en contact avec l'un des membres de Lazarus et l'ont convaincu de témoigner. Le président du comité demande alors que le témoin soit appelé. Ils ouvrent la porte et le nom est le témoin, ce qui surprend Asho et l'assistant d'Apple. Nous passons ensuite à Axel et Douglas. Derrière Douglas se trouve le lent, qui porte deux téléphones différents sur lui, mais il ne possède aucune preuve solide. Cependant, il faut garder cela à l'esprit. Nous revenons ensuite au comité.
Le président demande à Leland s'il faisait partie des membres de Lazarus qui observaient leurs activités de l'intérieur. Lorsque Leland le confirme, le président lui demande de préciser si l'opération dans l'Arctique était nécessaire pour capturer Skins. Leland leur explique que cela ne concernait pas Skins, mais plutôt Chris, et qu'il n'y a aucun lien direct avec Skins. L'un des responsables fait remarquer que cette opération a dégénéré en incident international impliquant le sauvetage d'un membre de l'équipe. Leland en répond qu'il s'agissait bien sûr de sauver Chris, car elle est essentielle à l'équipe pour capturer Skins. En d'autres termes, cette opération est très importante pour la recherche de Skins. Le président demande à Leland s'il était d'accord même si cela devenait un incident international. Leland répond que non, mais que leur priorité maintenant est de capturer Skins. Puis Schneider demande s'ils cherchent vraiment Skins ou s'ils veulent faire autre chose. Leland ne connaissait aucune de ces procédures. Schneider pose une question à propos d'Axel, un membre de l'équipe avec eux, et ils n'ont pas d'informations détaillées à son sujet. Neymar explique que la raison en est qu'il était en prison et que personne ne le savait, et qu'il s'est également évadé plusieurs fois, dont il cache délibérément des informations. Schneider est surpris qu'Axel se soit évadé plusieurs fois de prison, mais c'est ce que Leland sait. Le président du comité demande alors à Leland de partir, mettant ainsi fin à son témoignage. Le président déclare que les intentions de Lazarus étaient bonnes, mais qu'ils ont aussi causé de nombreux crimes. Puis l'un des hommes entre dans la salle et les informe que Skins a publié une nouvelle vidéo. Ensuite, nous retrouvons Chris, qui essaie de ranger ses vêtements et trouve une pilule étrange, se rappelant qu'elle l'a déjà vue auparavant. Puis, nous passons dans l'année où Skins est en train de publier une vidéo. Skins les avait informés à propos de Morrow il y a un jour lors du premier événement, constatant que le gouvernement mondial agit comme si rien ne s'était passé et continue de se battre pour les eaux de l'Arctique. Ils sont au bord de la guerre. Tout le monde l'a écouté partout, puis il leur a dit que leur problème le plus critique est Abna et qu'il commencerait à mourir dans 10 jours. S'ils ne le trouvent pas d'ici là, il sera perdu à jamais et la décision leur appartient. Après que Skins ait terminé son intervention, Apple a beaucoup ri, se sentant exactement comme Skins. Tout ce qu'il voulait dire a été abordé par Skins, et il a précisé qu'il n'y aurait pas de temps à perdre avec ses bêtises. Étant donné que des membres de l'équipe ont été embarqués de force et abattus, il se demande ce qu'il y a de positif là-dedans. Mais ils ne sont qu'à un pas de l'endroit où se trouve Skins, et si jamais ils éliminent l'équipe Lazarus sans retrouver Skins, qui assumera la responsabilité de la fin du monde. Puis le président a prononcé son verdict. Lazarus continuera à chercher Skins, et un délai de 10 jours lui a été accordé. D'ici là, il a demandé à Apple de garder Skins sous sa garde, et Apple a confirmé. Ensuite, nous sommes passés au parking souterrain où elle se trouvait avec Schneider. Schneider a évoqué la fuite d'Axel de prison, mais il n'existe aucune trace officielle pour le prouver et il soupçonne que les dossiers ont été dissimulés par l'infiltré. Schneider n'a pas d'autre choix que de prendre des précautions, mais a confiance en Apple et estime qu'il est tout à fait compétent. Cependant, Schneider a un plan, envoyer quelqu'un que personne ne connaît, qui sera comme un fantôme, ce qui a intrigué. Ensuite, nous passons à la salle d'audience dans le parking où Apple rencontrait Asho et son assistante jusqu'à ce que Rida arrive. Asho s'est approchée de lui et l'a frappé gentiment parce qu'elle pensait qu'il allait tout raconter au président du comité. Mais le long plaisantait, et sur ordre d'Apple, elle a demandé à Asho pourquoi il ne lui avait pas dit cela. Parce qu'Apple pense que si on veut tromper l'ennemi, il faut d'abord tromper ses alliés. Puis il s'est excusé auprès de Asho. Asho a demandé à Leland si le renseignement de l'armée l'avait appelé, mais Leland ne savait pas qui l'avait contacté, et Asho a compris qu'il pensait que Leland s'était retourné contre eux sans savoir qu'il était un ami proche d'Apple et qu'il était en quelque sorte son père. Ensuite, nous sommes revenus à l'homme qui a reçu un appel téléphonique et s'est vu confier une nouvelle mission. Ensuite, nous sommes passés au quartier général de Asho où Douglas était triste parce que le premier à mourir serait Skins, et il n'arrivait pas à y croire. Puis Chris et Elema les ont rejoints. Elema leur a dit qu'ils avaient vu la déclaration de Skins et appris qu'ils n'avaient pas pris l'antidote. Chris a constaté qu'il n'aurait plus de temps à perdre, mais Douglas n'a plus aucune piste. Chris leur a alors montré la brochure et a demandé s'ils en savaient quelque chose, et Douglas a demandé de quel genre de traitement il s'agissait. Puis Leland est venu vers eux, mais il n'est pas entré dans le quartier général et a continué à les observer de l'extérieur. Ensuite, nous sommes passés à Schneider, qui attendait l'homme. Il est venu à eux à l'heure prévue, les a salués, s'est présenté comme Ashiko, un agent de Suryo, et a remis une carte d'identité à elle. Il s'est ensuite éloigné d'eux car ils ne voulaient pas révéler leur véritable identité. Cependant, tout ce qui importait à Ashiko, c'était d'obtenir des informations précises et factuelles concernant la cible. Schneider a posé des questions sur Suryo, sur le genre de personne-t-il. Il le connaissait sous le nom du tueur fantôme, mais Ashiko ne savait rien du passé de Suryo. Il est simplement son agent. Cependant, il l'a rencontré en personne et est prêt à accepter n'importe quelle mission.
Schneider avait entendu des rumeurs selon lesquelles les honoraires de Shiryu étaient très élevés et Hachiko les a informés qu'ils s'élevaient à environ 30 millions de dollars à l'époque, tout en demandant une exonération fiscale. Cela a choqué ce que Schneider avait entendu dans les rumeurs, mais elle s'est dit que s'il payait autant, c'est que ça devait en valoir la peine. Hachiko a dit à elle, si vous parlez de tests, il n'y a aucune objection, quels que soient les résultats. Mais une fois les tests commencés, le processus de transfert débutera. Elle a alors demandé quand le test était prévu et Hachiko lui a répondu que la bête se trouvait au dos de la carte. Puis il est parti. Ensuite, nous nous sommes rendus sur le site de test où de nombreux policiers se dirigeaient. Shiryu les attendait. Puis l'hélicoptère a repéré l'emplacement de Shiryu et quelques soldats sont montés jusqu'à lui par les escaliers. Ils sont entrés dans la pièce où il séjournait, mais ils n'ont pas pu le trouver à l'intérieur. Soudain, Shiryu a tiré un soldat derrière lui, ce qui a alerté les autres soldats. Ensuite, il a poignardé un autre soldat avec un couteau. Après cela, les soldats ont commencé à lui tirer dessus, mais il a esquivé. Puis il a lancé une corde sur l'un des soldats, ce qui l'a poussé à tirer sur ses camarades. Il a décapité l'un des soldats à l'aide de la corde. Ensuite, il a jeté le soldat attaché au sol et a tué 2 autres soldats tout seul. Après cela, il a lancé le couteau sur le dernier soldat dans la pièce, ce qui a entraîné sa décapitation. Ensuite, les soldats restants se sont approchés de la pièce, mais Shiryu a commencé à les attaquer, assénant Biku avec son arme, les faisant tomber au sol. Puis l'un des autres soldats a tiré sur lui, mais Shiryu a esquivé les balles et les a neutralisées. Après cela, avec agilité, il a lancé le couteau sur l'un des soldats, le tuant. Ensuite, il s'est jeté sur le reste des soldats, les abattant avec son arme et les éliminant un par un. Il a réussi avec le groupe qui se trouvait dans l'autre bâtiment, les a attachés et les a étranglés avec la corde qu'il avait. Lorsqu'il est terminé, il a réparé le minuteur qui marquait la fin. Puis le dernier soldat entra dans le bâtiment et trouva le reste de ses camarades morts, et il ressentit un grand choc. Puis Hachiko arriva par derrière et dit que Shiryu était parti vers la mer il y a peu de temps, et il prit des photos des cadavres pour les envoyer là. Et fut choqué de voir qu'il les avait tous tués tout seul. Ensuite, Schneider envoya rapidement la cible à Hachiko, qui était Axel.